Je m'appelle Sébastien Crou. Je m'appelle Sébastien Crouet. Je suis responsable de la formation des cadres au niveau de la Ligue handisport francophone, donc formation des entraîneurs euh, depuis 2018 maintenant. Donc ça fait 7 ans bientôt, mais je suis dans le monde du handisport depuis très très longtemps. Euh, et donc là, il y a des têtes que je connais puisqu'on il y a pas mal de gens qui participent aux différentes formations chez nous, donc c'est cool. Merci en tout cas pour votre proactivité. Merci d'être présent ici. L'idée ici, c'est un peu de présenter la Ligue handisport d'une manière générale pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, il y aura peut-être des redites pour certains qui sont déjà dans le monde du handisport et qui s'y impliquent ou qui ont fait les formations. Parler également, et je vais hop, vous montrer une petite vidéo pour commencer. Cette petite vidéo que j'aime beaucoup parce qu'elle montre des sourires, elle montre des jeunes. Elle a déjà quelques années, mais elle est assez révélatrice. Puis on voit aussi, elle est un peu le paysage handisport, donc différentes disciplines qu'on pratique. On pratique un peu de tout. On pratique du sport un peu plus compétition, un peu plus loisir. On y reviendra par la suite. Mais on est aussi sur des différentes variétés de disciplines, différentes variétés de handicap également. Et donc ça, c'est évidemment intéressant. Alors, mon intervention va se diviser en plusieurs parties. Déjà, présenter un peu qui on est au niveau de la Ligue handisport francophone, faire un petit retour en images rapides sur les Jeux paralympiques et 2024. Mais on va en parler un peu, parce que je pense que même si la voile n'est plus une discipline paralympique, elle l'a été et elle pourrait le redevenir. Donc, ça pourrait être intéressant, évidemment. Et je pense que c'est une belle vitrine de toute façon pour le handisport. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, évidemment. Comment adapter un entraînement pour un handisportif, mais ça va très très vite déborder sur comment développer une structure handisport, puisqu'en fait c'est ça qui est plus intéressant. Mais le schéma qu'on utilise, et ce sera la première dia, c'est vraiment on parle vraiment de cet aspect-là pour adapter un entraînement, et puis après pour développer une structure les réponses sont différentes, mais les questions qui vont se poser pour créer la structure, elles vont être identiques. Et alors, quelles aides financières aussi, parce que voilà, on sait que c'est le nerf de la guerre. Voilà, je vais pas être exhaustif dans tout ce que je vais dire par rapport aux aides financières. Je vais donner les principaux aspects, mais voilà, l'idée c'est quand même de vous donner quand même des pistes et de vous dire que c'est possible et qu'il y a quand même des aides qui sont possibles à ce niveau-là. Et puis on pourra terminer par des petites questions-réponses pour ceux qui en ont éventuellement. Alors, la Ligue handisport Kesako, globalement, c'est la ligue qui s'occupe du sport en fédération Wallonie-Bruxelles. En tout cas, c'est une des fédérations, puisqu'il y a plusieurs fédérations et que parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais globalement, c'est vraiment la fédération qui développe les différentes activités, depuis le sport loisir, le sport santé, le sport bien-être, jusqu'au sport de haut niveau et au niveau des sports des élites. On est une fédération reconnue par l'ADEPS en tant que fédération à proprement parler et non pas en tant qu'association sportive. Donc ça, c'est vraiment super important parce que du coup, il y a tout ce qui est subside, comme la fédération de voile, hein, finalement, en termes de plan programme formation, plan programme de haut niveau, etc., qui sont intéressants derrière toute la diplomation qui peuvent être partie prenante également dans le cadre de tout ce qui est ADEPS, avec toutes les contraintes. Et c'est pas Sébastien qui me contredira, qui sont aussi liées éventuellement à cette ADEPS et à cette administration, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. On est membre du comité paralympique parce que vous avez certainement regardé ou entendu parler en tout cas des Jeux paralympiques. Le petit logo qui se trouve ici en bas à droite, vous ne l'avez pas vu sur les sportifs qui étaient à Paris lors des Jeux de 2024. C'est tout à fait normal puisque nous sommes nous sommes une fédération francophone et le représentant au niveau national, c'est le comité paralympique international, paralympique belge, pardon, le Belgian Paralympic Committee, comme on l'appelle. Donc nous, on utilise le diminutif BPC entre nous, Belgian Paralympic Committee. On est partenaire de 30 fédés sportifs valides, donc dont la fédé de voile évidemment, ça c'est super intéressant. L'idée c'est vraiment de développer le handisport à travers les fédérations valides, puisque c'est l'avenir du handisport, c'est vraiment l'intégration ou l'inclusion, on y reviendra. Et donc on essaye de nouer des partenariats avec différentes fédérations sportives. Pour l'instant, on est plus ou moins à la moitié des fédérations sportives reconnues par l'ADEPS. Mais globalement, on aimerait bien pour 2045, je serai moins retraité certainement, mais en tout cas voir toutes les fédérations sportives
qui travaillent avec nous, soit de manière complète, soit de manière partielle. Et c'est aussi pour ça que je suis ici, puisque la Fédération de voile a eu en tout cas l'intention, en tout cas, de collaborer. Et on le montrera dans cette présentation avec nous de plus en plus et de développer des choses par rapport à ça. On accueille les 3 types de déficiences, donc ça c'est important. On accueille la déficience intellectuelle, la déficience motrice, mais également la déficience visuelle et auditive. On pourrait dire 3 types de déficiences, mais nous, la déficience visuelle et auditive est regroupée dans tout ce qui est déficience sensorielle. Ça change un peu l'image qu'on a parfois un peu de la Ligue handisport, qui est vraiment, ou des Paralympiques, où il y a essentiellement des personnes déficientes motrices. Ça, c'est la majorité des sportifs qui sont présents au niveau des Paralympiques, mais il y a aussi au niveau des Paralympiques des personnes déficientes intellectuelles. Chez nous, en Belgique, à Paris, par exemple, Émeric Parmentier, en natation, est allé au jeu et il était déficient intellectuel, enfin, il est autiste et déficient intellectuel également. Donc voilà, on s'adresse un peu à tous les publics, mais globalement, la vitrine, en tout cas, de ce qui se montre pour l'instant, est essentiellement sur le mode, enfin, beaucoup sur le moteur, en tout cas. Mais en fait, ça ne devrait pas, puisqu'on s'occupe de toutes les pathologies possibles et imaginables. On compte plus ou moins 4500 affiliés et 245 clubs. Il faut savoir qu'on a fait x3 depuis 2019 au niveau des nombres d'affiliés et plus ou moins x2 au niveau du nombre de clubs. Et la majorité des personnes qui rejoignent la Ligue handisport actuelle, en tout cas en termes de clubs, sont souvent des clubs des fédérations valides qui viennent et qui participent au projet avec nous, l'idée c'est vraiment de se dire, autant dans les années 80-90 et début des années 2000, on était sur des clubs qui étaient dans les grandes villes globalement souvent et qui étaient des structures multisports. Autant à l'heure actuelle, on va aller plus sur des structures de proximité, avec des structures un peu plus petites, certes, mais qui sont vraiment liées et qui ont évité aux sportifs de devoir se déplacer très très loin. Alors je sais que vous avez une discipline particulière qui vous faut des plans d'eau, donc vous avez l'habitude de vous déplacer et les sportifs devront se déplacer également, c'est tout à fait normal. Mais globalement, on va essayer en tout cas qu'il y ait quand même une grande proximité, enfin une plus grande proximité en tout cas par rapport à ça, et que le sportif doit se dire, OK, il y a un plan d'eau, OK, il y a une piste d'athlétisme dans mon village, dans ma ville, bah, je sais que je peux y aller parce qu'en fait, il y a des entraîneurs formés, il y a du matériel qui est à disposition et je vais pouvoir m'y épanouir et pas devoir faire 50 km pour pouvoir aller pratiquer mon activité physique alors qu'à 15 km, j'ai quelque chose. On développe un pôle élite, donc on a une trentaine de sportifs de haut niveau, enfin de haut niveau ou en tout cas sous statut ADEPS pour être plus précis, donc qui visent les compétitions internationales telles que les championnats du monde, championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux paralympiques par exemple. Et alors on essaie de porter un message universel de tolérance et d'inclusion. C'est vraiment notre vision en fait sur le moyen et sur le long terme. C'est vraiment en tout cas que la Ligue handisport ne se positionne plus comme une fédération sportive au même titre que la fédération de voile, d'athlétisme ou de tennis, mais que la fédération soit euh, un expert qui va venir plutôt aider les fédérations sportives à développer des choses et que la Ligue en tant que telle, en tant que fédération sportive, disparaisse à un moment donné pour transmettre en tout cas et pour être plutôt dans une notion d'accompagnement des fédérations sportives, en tout cas pour les disciplines qui existent au niveau des valides, bien entendu. On a différentes missions pour promouvoir le handisport pour tous. On n'est pas que sur du haut niveau, donc on est là aussi pour faire de la promotion du sport santé, sport bien-être, sport amusement, sport détente, comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous font évidemment. C'est vraiment super intéressant. On est là pour favoriser et soutenir les structures qui encouragent et qui développent le handisport. Entre autres les clubs, c'est important qu'on puisse vous accompagner il y a une partie du job que vous devez faire, mais il y a une partie du job que nous, on doit faire aussi et vous soutenir en tout cas en termes de visibilité, en termes de subsides, on y reviendra, en termes de services qu'on peut mettre à votre disposition par rapport à ces différents aspects. On est là pour aider et pour recruter des sportifs et les accompagner d'une manière générale, que ce soit pour aller aux Jeux paralympiques, mais aussi pour faire une performance, en tout cas parfois plus modeste, mais qui n'a pas pour autant moins de mérite. Donc ça peut être de courir le jogging de son village jusqu'à aller aux Jeux paralympiques dans l'accompagnement des sportifs. Ça dépend un peu des clubs, ça dépend un peu des structures, ça dépend surtout du sportif et de ses amphis en tout cas spécifiques. Et on est là aussi pour promouvoir les valeurs du handisport de la société. Bon, les fédérations valides en général le font moins évidemment que nous, de développer les valeurs de leur sport dans la société, c'est normal. Mais ici on a un rôle vraiment nous d'éducation qu'on ne devrait pas faire, mais qu'on fait encore à l'heure actuelle pour sensibiliser à l'accessibilité des centres sportifs, par exemple, et plein d'autres choses qu'on doit encore faire au niveau de la société pour faire évoluer les choses et finalement pour que le handicap disparaisse d'une certaine manière. Notre vision, c'est vraiment d'inspirer la société
de donner vraiment et que chacun puisse, comme je le disais tout à l'heure, puisse réaliser ses objectifs en fonction des moyens, en fonction ses ambitions, en fonction de ce qu'il a réellement envie de faire. Et donc, ça peut être de courir un 5 km ou de faire une régate loisir, comme d'essayer d'aller au niveau de la World Sailing pour aller faire des différentes compétitions internationales et se spécialiser en sachant que le monde du handisport évolue beaucoup, a beaucoup évolué depuis les années 2000 et on va de plus en plus vers une professionnalisation. Et donc, quelque chose qui était encore possible dans les années 90 et 2000 d'aller en s'entraînant aux Jeux paralympiques 1 ou 2 fois par semaine, c'est plus possible maintenant. Il faut s'entraîner régulièrement, finalement, comme ce qui se fait chez les valides. Donc ça, c'est évidemment un message qu'on essaye de faire passer aussi, que on a souvent, hein, lors des campagnes publicitaires à mi-Paralympia, des gens qui viennent de trouver j'ai envie d'aller aux Jeux dans 2 ans. C'est compliqué. Ça peut encore arriver dans les pathologies lourdes, mais c'est vraiment très très rare. Ou alors il faut avoir été sportif avant, mais globalement, il y a des choses à développer évidemment sur le moyen et sur le long terme. On parle du développement à long terme de l'athlète paralympique. Ça existe aussi sur 4, voire même 8 ans en fonction des différentes pathologies. On a 36 disciplines. Elles ne sont pas toutes là, hein. J'avais pas la place pour les mettre toutes, mais globalement, voilà, c'est la liste à l'heure actuelle des disciplines qui sont présentes chez nous au niveau de la Ligue handisport. S'il y a, je sais pas s'il y a, je pense qu'il n'y a pas Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, si un club de Jiu-Jitsu veut s'affilier chez nous, il y aura une 30e discipline. C'est juste l'état des lieux par rapport à notre base de données à l'heure actuelle, des différentes disciplines qui sont mises en place. Et on était à une petite vingtaine quand moi j'ai commencé en 2016-2017, donc un peu avant que je ne commence. Mais donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup en 7 ans, quand même pas mal évolué. On n'a pas tout à fait fait x2 au niveau des disciplines, mais le fait de contacter des fédérations valides et d'essayer d'avoir des partenariats, le travail de Maïlis et d'Annie Turren à ce niveau-là fonctionne bien, et donc ça permet d'évoluer évidemment à ce niveau-là. Où peut-on faire du handisport? Il y a différents endroits. Alors, il y a des endroits que vous connaissez, on va les voir à ce niveau-là, mais il y a aussi des endroits un peu moins communs, comme dans les centres de rééducation. Donc, on a différents projets au niveau de la Ligue handisport francophone avec les centres de rééducation qui sont tout à fait possibles. Alors, soit les sports se déplacent au CTR ou à William Lennox, par exemple, dans le centre, soit il y a un partenariat qui se fait avec le centre de rééducation pour faire une activité en dehors avec des patients qui sont eux-mêmes en rééducation. Ça leur fait une sorte de sortie et de redécouverte de l'activité sportive. C'est le cas du golf, ça pourrait être le cas je pense que c'est au SNEH, je pense qu'il y a aussi des patients qui sont soit en centre de rééducation, de réadaptation, de revalidation, qui viennent faire des activités à certains moments. C'est tout à fait envisageable. On ne doit pas forcément être juste à côté du centre. Il y a aussi des partenariats qui peuvent se nouer à ce niveau-là. Les institutions d'accueil, là on est plutôt sur des institutions qui sont liées à des personnes déficientes intellectuelles pour la majorité, même s'il y a aussi des institutions pour personnes déficientes motrices qui sont présentes. Donc c'est vraiment des institutions dans lesquelles les personnes sont soit en centre de jour, soit en centre résidentiel, et donc où les bénéficiaires qui sont dans ces institutions recherchent des activités sportives à réaliser et font soit des activités compétitives pour certains, soit des activités un peu plus loisirs pour d'autres, en fonction vraiment des attentes, parfois aussi en fonction du niveau de handicap des personnes qui se trouvent là-bas. Sachant qu'une personne déficiente intellectuelle avec un handicap plus profond, par exemple, c'est difficile peut-être de faire la notion de compétition, mais faire une activité en loisir, en santé et bien-être, et faire un petit défi pour elle, mais pas forcément compétitif avec des performances, ça peut être également quelque chose d'intéressant. Il y a également tout ce qui est école spécialisée, école inclusive. Donc ça, c'est aussi un endroit où on peut faire du sport. Donc les écoles spécialisées, en tout cas spécialisées, sont organisées de manière un peu différente par rapport aux écoles que nous avons tous connues, vous et moi. Et donc, voilà, il y a des possibilités à certains moments il y a plus de plages, en tout cas, où il y a de l'activité sportive qui peut être réalisée. Donc, on a des écoles qui ont des clubs ou qui développent des sections de clubs à certains moments, soit en parallèle, soit en même temps que l'école. Et donc ça peut être vraiment évidemment très intéressant. Et il y a aussi toute la notion d'inclusivité, puisque tout ce qui est déficience visuelle et déficience motrice, c'est beaucoup dans les écoles ordinaires, mais on fait également des sensibilisations, par exemple, ou des modules d'initiation dans les écoles, je dirais valides, mais où il y a une personne en situation de handicap. Et évidemment, bien entendu, vous êtes tous, si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que vous êtes tous, pour la plupart en tout cas, présents dans des clubs sportifs. Clubs sportifs, évidemment, dans lesquels on pratique. Évidemment, c'est le premier endroit où on pratique de l'activité physique et sportive, bien entendu.
Quel type de sport est-ce qu'on peut avoir? Il y a les clubs spécifiques handisport, qui sont des clubs dans lesquels on a une section. C'est un peu les clubs qui sont à l'origine du mouvement handisport. On a vraiment cette notion vraiment de club ou qui est vraiment complètement en parallèle. Donc on a un club valide et puis parfois au même endroit, il y a un autre club handisport, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Donc on voit vraiment bien ici sur le schéma qu'ils sont vraiment bien séparés par rapport à ça. Et donc ça, c'est un peu l'histoire du handisport. On a commencé par ce type de club et on va aller tout petit à petit vers la droite du schéma, en tout cas des lignes qui se trouvent ici. Et donc ça, c'est important évidemment de le savoir. On va aller vers cette partie-là, sachant que les clubs handisport resteront toujours dans les institutions dont on parlait tout à l'heure, par exemple, mais également dans les disciplines où il n'y a pas d'équivalent valide, comme la boccia ou le goalball. Enfin, il n'y aura pas de possibilité, évidemment, de faire de l'inclusion puisqu'il n'y a pas la discipline chez les valides. La première étape, lorsqu'on va commencer à travailler, c'est de travailler également avec du handisport en intégration. Et donc là, ce sont des sportifs qui vont pratiquer dans la même structure que les valides, mais qui, lors de la pratique en elle-même, vont avoir des moments qui vont leur être réservés. Donc, qui vont faire, je sais pas, le souper de Saint-Nicolas, le stage sportif, qui vont le faire au même endroit, etc., que les personnes valides. Par contre, au moment de pratiquer une activité sportive, ils vont avoir ce moment un peu particulier qui est à eux, soit parce qu'ils ont des besoins spécifiques, soit parce que le sport ne s'y prête pas. Alors je sais que la voile est un sport très très inclusif, donc on sera sur la dernière possibilité. Mais par exemple, en basket en chaise, sur Charleroi, on a un club qui est le club que vous connaissez, qui s'appelait anciennement Spirou, mais qui est un club valide et qui a une section handisport. Forcément, le basket en chaise, c'est difficile de le pratiquer, en tout cas pour des raisons de sécurité et des raisons de fair play, de le pratiquer avec des valides. Il y a quand même l'espace de la chaise, il y a quand même le fait de devoir se déplacer en chaise, etc. Donc c'est dangereux. Donc en basket en chaise, par exemple, on sera au maximum sur de l'intégration, alors que par contre, dans le cas du basket pour personnes déficientes intellectuelles, on va pouvoir du coup pratiquer une activité complètement en inclusion, pas pour tous les sportifs, mais en tout cas pour certains, ça va être tout à fait envisageable et possible. Donc là, on va vraiment mixer les gens et on va vraiment pratiquer une activité tout le monde ensemble, ce qui est le cas finalement de la voile, mais de la natation, de l'athlétisme, etc. Et qui dit inclusion ne veut pas dire forcément qu'il y a des classements qui doivent être identiques. Alors, c'est possible chez vous, mais dans certaines disciplines, par exemple l'athlétisme ou en natation, c'est pas parce qu'on pratique en inclusion que forcément tout le monde doit être que tout le monde doit être classé selon le même classement. Ça, on peut, mais c'est pas obligatoire. Et donc, on pourrait très bien se dire qu'on pratique en inclusion. Je prends l'exemple souvent des 20 km de Bruxelles. Vous pratiquez en inclusion puisque vous courez, vous réalisez la distance de 20 km avec les autres. Par contre, à la fin, il y a un classement homme, un classement femme, etc., qui sont proposés. Donc, inclusion ne veut pas dire simplement que tout le monde qu'on court en tout cas ensemble dans la même catégorie. Il peut y avoir des différences d'âge, comme il y a parfois des différences d'âge pour les 40 en triathlon, c'est tous les 5 ans, donc 25, 30, 30, 31, 35, du coup, etc., etc. C'est possible ici aussi, et c'est quand même malgré tout de l'inclusion. Alors, à quel niveau est-ce qu'on peut pratiquer? Il y a plein de niveaux en fait où on peut pratiquer le handisport. Vous voyez que ça va des Jeux paralympiques qui sont un peu la vitrine médiatique, mais qui représentent vraiment le top du top, et en tout cas la toute pointe. Et du coup, on verra juste après avec les chiffres, mais qui représentent finalement peu de sportifs qui vont pratiquer à ce niveau-là. Hein. Le principe de la pyramide est vraiment bien respecté par rapport à ça, et vous le connaissez. Hein. Il faut une base de pyramide large pour avoir beaucoup de haut niveau. Et globalement, entre les Jeux paralympiques, on peut rajouter les compétitions internationales, les compétitions nationales, les compétitions régionales, et tout ce qui est sport, santé, loisirs, bien-être, défis, enfin peu importe comment on l'appelle, sport. Bon, alors, récréatif, mes collègues disent que c'est péjoratif, mais c'est plutôt du sport où on est là pour s'amuser, même si parfois on fait un peu de compète et on a peut-être envie de battre un peu le voisin, mais globalement, l'idée, c'est quand même d'être plutôt dans un développement personnel, développement de soi, plutôt qu'une recherche à tout prix de la performance et de tout mettre en œuvre par rapport à ça. Et chez nous, il y a la base aussi, en tout cas pour certains types de pathologies qui peut s'ajouter, pardon, qui est la réadaptation, puisque 80% des handicaps ou des déficiences sont liées à un accident de la vie. Donc globalement, on va être ça va être plus logique aussi de mettre cette partie-là qui vient finalement un peu avant le sport loisir, même si ça pourrait se chevaucher. Le schéma pourrait faire que ça se chevauche, puisque quand on est en réadaptation, on est en train de se revalider, réadapter son corps, mais globalement, on met assez rapidement une pratique sportive à ce niveau-là. Et du coup, cette pratique est une pratique loisir santé. Donc, ça pourrait être les deux, mais on aime bien quand même faire la différence puisque c'est pas tout à fait la même chose. Autant la pratique loisir santé peut se pratiquer dans des clubs valides très très
valide et assez facilement. Autant la réadaptation, comme il y a des conditions particulières suite à un accident de la vie, à un cancer ou d'autres choses, bah, globalement, on est sur une approche où il y a où il y a beaucoup de personnel kiné qui intervient dans ce début de ce début, en tout cas, de réadaptation à la vie classique. Au niveau des pratiques, on a un peu tendance à dire qu'en fait, bah, quand vous regardez notre page Facebook, si vous regardez notre page Facebook, il y a beaucoup de posts qui sont faits sur le sport finalement de compétition et le sport de haut niveau. En fait, ces deux pôles chez nous ne représentent que 30% de nos affiliés. C'est-à-dire que sur les 4500 membres, il y en a plus ou moins 1500 à la grosse touche qui font de la compétition et qui font de la compétition de très haut niveau. Et donc le très haut niveau, les sportifs qui visent les Jeux paralympiques, ça ne veut pas dire qu'ils vont aux Jeux paralympiques, mais ça représente 2%. Donc on est plus ou moins, euh, si je calcule bien, sur une petite centaine de sportifs qui visent un peu le sport vraiment de haut niveau, qui s'entraînent plusieurs fois par semaine, etc. Donc c'est dans les différents sports. Donc on reviendra juste après, mais il y a pas que des sports enfin, il y a plein de sports, on n'a pas qu'un seul sport. Donc voilà, c'est très peu finalement. Et au niveau des Jeux paralympiques à Paris, on y reviendra, mais il y avait de mémoire 14 sportifs qui étaient présents au niveau francophone. Donc même de cette petite masse-là, en fait, les sportifs de très très haut niveau, ça représente peu de personnes. Et puis il y a des sportifs qui font des compétitions, donc ils s'entraînent régulièrement et qui font leur petit match ou leur petite compétition régulièrement, leurs qui traînent nationaux ou autres et qui les font régulièrement et qui participent et qui s'en contentent. J'en fais partie. J'ai fait partie des 2% il y a très très longtemps. Je fais plutôt maintenant, moi, à l'heure actuelle, partie des 28%. Donc des gens qui s'entraînent, voilà, qui font tout pour progresser, qui vont se battre sur le terrain, puisque je fais du tennis à l'heure actuelle, qui vont se battre sur le terrain pour gagner. Mais bon, je ne jouerai pas ma vie si je dois être si je dois finir pour finir le match complètement à la ramasse éventuellement. Donc on est sur d'autres optiques évidemment et beaucoup moins d'entraînement évidemment aussi. Et on voyait qu'il y a 70% des, euh, des sportifs qui seront des sportifs loisirs. Et donc ces sportifs, enfin loisirs, santé, bien-être, défi, comme on l'a dit tout à l'heure, ça représente plus de monde en fait proportionnellement. On avait regardé par rapport à d'autres fédés. Je n'ai pas regardé par rapport à la voile. Peut-être que Sébastien pourra nous indiquer, mais par rapport à la voile, en fait, enfin, par rapport à l'athlétisme, par exemple, et à la natation, on est plutôt sur 70% de sportifs qui sont à la grosse touche, hein, entre 60 et 70% de sportifs qui font de la compétition et 30 ou à 40% de sportifs qui font du sport loisir. Donc on est sur des pourcentages différents. Chez nous, on a un pourcentage plus important. Il y a deux raisons. On a trouvé deux raisons, en tout cas, qui expliquent cela. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions pour personnes en situation de handicap qui ne font pas de compétition, qui viennent et qui sont affiliées à l'Union du sport francophone pour pratiquer différentes activités sportives de loisirs qui sont proposées, qui profiter d'assurance aussi, pouvoir aussi pratiquer des activités qu'on appelle journée activité physique adaptée, journée à pas, ou des festivals handisport éventuellement, et donc bénéficier de ces services-là. Et il y a une deuxième partie aussi des gens qui sont affiliés pour l'aspect matériel. Donc, quand on est sportif individuel, mais même au niveau collectif, il y a une intervention au niveau du matériel qui peut être faite et qui est supérieure à ce qui est fait. On y reviendra par la suite au niveau du matériel handisport. Et donc, bah, certains sportifs sont affiliés dans des clubs justement pour pouvoir bénéficier de ce matériel et faire diminuer le prix du matériel quand même de manière conséquente. Donc ça, c'est deux raisons aussi qui sont invoquées. On n'a pas fait d'études scientifiques à ce niveau-là, mais c'est deux pistes en tout cas par rapport à ça. Voilà, maintenant j'ai un peu présenté la ligue. Bah, l'idée, c'est de présenter un peu aussi les Paralympiques, donc avec une petite vidéo. Et j'aime assez bien cette vidéo parce elle est un peu, elle permet de faire réfléchir en fait les gens par rapport à ça et de faire réfléchir surtout sur la notion de handicap. Et en fait, le handicap, c'est un désavantage social qui est lié à l'inadaptation, lié à l'inadéquation de la société par rapport à des personnes qui sont atteintes d'une déficience motrice, d'une paraplégie ou
d'une déficience de la vue, etc. Et ici, dans le reportage, qui est vraiment super intéressant, c'est qu'en fait, ici, les sportifs que vous avez vus, Léa et Wout, etc., bah, vous disent que, en fait, eux s'estiment pas comme handicapés, mais ils ne sont handicapés que si les personnes ne viennent pas les supporter aux Jeux de Paris. Et donc, le handicap, il vient de ça, il vient de là, il vient du fait que la société ne soutient pas ou n'aide pas le handisport ou les personnes en situation de handicap, ce qui n'est pas votre cas puisque vous êtes là présent pour vous renseigner et donc vous diminuez de par votre présence déjà aujourd'hui le handicap et donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant évidemment. Et puis le fait de faire évoluer les choses en accueillant des sportifs, bah, ça fait encore diminuer le handicap de plus en plus. Et j'aime beaucoup moi ce message, moi personnellement, parce qu'en fait personnellement, bah, moi je suis en paraplégique, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis paraplégique et je me déplace en chaise roulante. Mais globalement, dans mon métier, dans ce que je fais dans la vie de tous les jours, je me sens pas du tout handicapé, je me sens pas du tout désavantagé socialement. Je fais un boulot comme les autres, et donc voilà, à partir du moment où on ne rend pas les choses accessibles, ben, je peux être en situation de handicap à certains moments, mais la majorité du temps, je ne le suis pas. Et quand je suis ici, si je vous avais pas dit que j'étais en chaise, vous n'auriez certainement pas su que j'étais moi-même paraplégique. Je voulais vous montrer, faire un peu le lien avec les Jeux paralympiques pour vous montrer qu'il y a de plus en plus de parallèles qui vont se faire avec les valides. Hein. L'idée, c'est aussi qu'à un moment donné, au niveau du comité paralympique belge et du comité olympique et interfédéral belge, donc le CIB, qu'il y ait vraiment un regroupement. Et donc, globalement, ça va être très, très rapide parce qu'on aimerait bien, en tout cas, les deux entités belges, donc qui se trouvent, je ne sais pas si vous voyez ici, qui se trouvent ici, souhaitent, avant les Jeux de Los Angeles, avoir fusionné. Ils sont en train d'encore négocier sur des histoires de sous, de structures, d'organisation, mais globalement, l'idée, c'est vraiment de travailler à ce niveau-là. Je ne veux pas dire qu'ils ne faisaient rien avant, hein, pour les Jeux de Paris, pour les Jeux de, de Tokyo avant, il y avait déjà des synergies, le matériel médical, par exemple, ce genre de choses qui étaient partagées, où il y avait des échanges, il y avait beaucoup d'échanges. C'était d'ailleurs dans les mêmes bureaux, donc c'était assez facile. Mais ici, l'idée, vraiment, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule structure, en tout cas, même si c'est encore une structure hybride pour les Jeux de Los Angeles, mais qu'en tout cas, pour les Jeux de Brisbane en 2032, ce sera vraiment une structure complètement unique, et donc il n'y ait plus de Team Belgium et de Paralympic Team Belgium, mais qu'il n'y ait plus qu'une Team Belgium pour les deux Jeux. Le mouvement paralympique ici international et le CIO ici au-dessus sont aussi en train de se rapprocher petit à petit et de transférer, en tout cas pour la plupart, les différentes disciplines aux fédérations sportives internationales. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment que petit à petit tout se soit organisé au niveau des fédérations internationales. Il reste quand même encore à l'heure actuelle ici les trois grandes fédérations qui sont des fédérations qui sont liées au handicap en eux-mêmes, donc qui ont été créées à la base parce que quand le mouvement paralympique est né durant la Seconde Guerre mondiale, les années 40-45, globalement, les gens avec les mêmes types de pathologies se sont rassemblés et se sont mis ensemble. Donc, il y en a ici pour la déficience motrice, déficience intellectuelle et déficience visuelle. Donc, ils se sont rassemblés d'abord entre eux en se disant que entre paraplégiques, entre amputés, entre déficients visuels, on allait s'entendre et se comprendre. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec l'hyper-spécialisation du mouvement paralympique, des performances qui se font, globalement, entre un aveugle qui pratique de la voile et un aveugle qui pratique de la natation, ou un aveugle qui pratique du cécifoot, il y a quasi rien d'identique. Enfin, le seul point commun, finalement, c'est la partie déficience visuelle. Tu vois, entre un nageur et quelqu'un qui fait du cécifoot, c'est un sport collectif. De l'autre côté, c'est un sport individuel. Si on rajoute la voile, il y a le bateau qui est super spécifique, donc ça va être vraiment compliqué. Enfin, il y a quasi aucun point commun. Par contre, un déficient visuel et un paraplégique qui font de la natation, la seule différence est finalement la paraplégie, enfin la pathologie, pardon, puisque les distances sont les mêmes, les techniques de nage sont les mêmes, la physiologie est quand même assez proche, etc., etc. Donc, on va aller de plus en plus vers une intégration dans les fédérations internationales. Et puis, du coup aussi, vous avez pris un peu les devants au niveau de la fédération de voile, mais dans les fédérations au niveau national et communautaire ou régional, du coup, ça va être également présent. Vous allez vous dire, mais en fait, on rêve un peu en Belgique. Non, parce qu'en fait, nos voisins hollandais qui ont toujours un peu une longueur d'avance en sport, hein, qui sont beaucoup plus forts que nous par rapport à ça, ils sont fusionnés juste après les Jeux paralympiques de Rio en 2016. Donc, on fusionnait fin 2016, début 2017. Donc, ils ont presque 10 ans, enfin, ils auront 10 ans d'avance sur nous par rapport à ça. Et les grandes nations y viennent également, donc le Canada, les États-Unis, etc. Nous, on va quand même être dans le wagon de tête, en tout cas par rapport à ça, puisqu'on a vraiment cette envie de fusionner et de fusionner rapidement, en tout cas par rapport à ça. Au niveau des disciplines paralympiques, alors je vous ai pas mis ici, je vous ai mis ici des exemples. Il y a 22 disciplines paralympiques en 2024. Et alors, il y a également, et je les ai mis ici, mais il y a également 5 disciplines paralympiques d'hiver que je n'ai pas mis ici dans l'eau, mais vous voyez un peu les différents types de disciplines qui sont présentes.
pour 2028, il y aura une 23e qui va être l'escalade qui va se rajouter. Et donc voilà, c'est toujours compliqué évidemment de rajouter des disciplines dans le monde du handisport parce qu'en fait, il y a déjà que 4300, entre 4000 et 4500 sportifs qui sont présents au jeu. Donc en fait, le fait de rajouter une discipline complète supplémentaire, bah, c'est aussi du coup devoir diminuer le nombre de sportifs qui participent à une discipline ou devoir faire grandir le village paralympique, mais ce qui est parfois un peu compliqué d'avoir des logements. Déjà 4500 logements accessibles, c'est déjà très très compliqué. Et donc voilà, bah, ça demande aussi des sous et des investissements par rapport à ça. Donc voilà, ça évolue doucement. On n'est pas encore au même nombre que les disciplines valides, mais je pense qu'on va s'en rapprocher petit à petit. La délégation francophone, je vous l'ai mis, mais juste à titre indicatif. Hein, donc 3, 6, 9, j'aime bien. C'est 13 sportifs qui étaient présents dans différentes disciplines. Le tennis, natation, tennis de table, athlétisme, pas mal. Et alors l'équitation et le cyclisme. Et sans oublier ici, pour ceux qui sont de la région de Charleroi, qui le connaissent certainement, notre ami Piotr pour tout ce qui est tir à l'arc, et donc l'archer sans main qui tire également. 14 sportifs, je le disais bien. On s'est situé avec les résultats belges, et puis évidemment, fondamentalement, on s'est situé avec Sport Vlaanderen. On a obtenu 14 médailles, ce qui était une médaille de moins qu'à Tokyo. Par contre, on a eu plus de médailles avec de couleurs, avec des couleurs élevées, donc des médailles d'or et des médailles d'argent. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et malgré le petit pays qu'on est, vous voyez qu'on est quand même à la 20e place sur 170 pays qui étaient présents et on n'avait que 29 athlètes belges. Donc c'est-à-dire que potentiellement, on envoie aux Jeux paralympiques que des athlètes qui sont des athlètes médaillables, en tout cas finalistes potentiels. Et donc, bah, vous voyez qu'on est quand même pas mauvais. Finalement, par rapport à ça, on se présente une goutte d'eau dans l'océan du nombre de sportifs au niveau des Paralympiques. Par contre, en termes de nombre de médailles, on en ramène quand même pas mal. Au niveau francophone, les différentes médailles, donc il y avait Maxime Carabin, Michel Georges, Léa Balekula et Maxime Ordis. Donc vous voyez un peu les médailles qu'ils ont ramenées, donc avec O pour or et A pour argent du coup, et donc en athlétisme, en cyclisme et en équitation. Et donc ici, bah, l'idée, c'est vraiment de voir avec vous et pour continuer cette explication, c'est comment développer votre structure au niveau handisport. Alors généralement, ceux qui ont fait la formation animateur ou qui sont en train de faire la formation animateur, ils savent que cette partie, cette petite roue un peu, c'est un peu notre bible au niveau du handisport. Mais on part vraiment de la notion d'adapter un entraînement pour un handisportif. Mais du coup, le fait de créer une structure pour des handisportifs, ben, on va devoir approcher plus ou moins avoir la même approche en tout cas supprimer ce qui se trouve ici au centre et rajouter, créer un projet handisport, mais sur les côtés, la manière dont on va devoir réfléchir, les points sur lesquels on va devoir réfléchir, les 6 points sur lesquels on va devoir réfléchir, ben, ça va être super intéressant de pouvoir le faire, enfin de le faire en tout cas. Donc je l'ai laissé pour montrer qu'il y a un lien aussi entre les structures dirigeantes, entre guillemets, d'un club et d'une structure, et ce qui se fait également au niveau du handisport dans le cadre d'une pratique plus de terrain, entre guillemets, dans les bateaux ou au bord de l'eau ou ailleurs. J'ai envoyé à Stéphanie et à Sébastien la présentation, donc vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens. Je vous ai mis ce qui était possible hein, en termes d'aide. Si vous souhaitez développer votre structure avec la Ligue, n'hésitez pas, vous avez les liens qui se trouvent ici. Et donc, ça donne accès directement à ce qui se passe sur notre site et tout est téléchargeable sans aucun souci. Et si vous avez des problèmes, je pense pas que j'ai mis mon adresse mail dans le PowerPoint. Si je pense que sur la dernière IA, je l'ai mise. Si je l'ai pas mise, n'hésitez pas à demander à Sébastien qui fasse le relais. Enfin, en tout cas, la Fédé de faire le relais par rapport à ça. Je me ferai un plaisir de répondre et de rediriger vers mes collègues en fonction de ce qui est fait. Normalement, avec les parties ici, vous avez vraiment le développement qui est possible au niveau des différents aspects. Vous avez tout ce qui est service, donc les services depuis le loisir jusqu'au sport de haut niveau, la communication qui est possible, etc. Vraiment, vraiment tous les services, c'est ce qu'on fait au niveau des, euh, des différents services de la Ligue. Comment créer sa structure? Bon, je vais déjà faire une première étape ici, mais là, on a une autre manière de voir un peu comment développer sa structure par rapport à un club valide, avec différentes questions qu'il faut se poser à un moment donné, les différentes étapes qui sont possibles. C'est pas mal fait. Franchement, bon, voilà, ça ne s'adapte pas à toutes les disciplines. Il faut parfois barrer des cases ou ne pas prendre toutes les parties, mais en tout cas, la procédure elle est relativement intéressante. Et pour ceux qui veulent s'affilier, vous avez les conditions et les démarches d'affiliation qui sont possibles. C'est important de préciser que autant
Pour ceux qui sont peut-être un peu plus au fait de tout ce qui est affiliation, etc. Jusqu'en 2017, en fait, la double affiliation au niveau de la DEPS était quelque chose qui était toléré, de double affiliation pour un club ou pour des sportifs, est quelque chose qui était toléré par la DEPS, mais qui n'était pas prévu dans les textes législatifs. Depuis 2017, un club d'une fédération valide, donc de la fédération de voile, a l'autorisation et en tout cas est tout à fait dans son bon droit de s'affilier à une des deux fédérations sportives pour personnes en situation de handicap. Donc, un club ne pourrait pas s'affilier à la fédération de voile et à la fédération de foot, par exemple. C'est pas le but, hein, évidemment, vous comprendrez bien, mais globalement, il y a cette possibilité d'avoir une double affiliation. Et donc, il permet aussi le développement le partenariat entre les différentes fédérations et le travail en commun, parce que l'idée, c'est pas non plus que si vous êtes un club valide, d'avoir une structure complètement différente, surtout que nous, on est en train de prôner tout ce qui est tout ce qui est inclusion et donc d'essayer de travailler en partenariat avec vous. Donc, ça n'aura aucun sens de vous faire recréer une structure complète derrière éventuellement. Alors, la première question, lorsque vous allez vouloir ou souhaiter ouvrir une section, mais c'est de se poser la question du type d'athlète que l'on souhaite accueillir. Alors, quel type de sportif? Quelles sont leurs pathologies? Est-ce qu'ils ont quel trouble? J'ai oublié un petit S qui est tombé. Oh, oui, ça dépend si on le met. Pourrais le mettre entre parenthèses. Mais les troubles associés éventuellement, quel niveau de pratique et comment recruter les sportifs sont des choses qui sont très très intéressantes. C'est des questions que vous allez devoir vous poser vous en tant que responsable de club, mais aussi peut-être voir avec les entraîneurs. J'y reviendrai par la suite ou les personnes qui vont encadrer ces personnes. L'idée c'est d'avoir un consensus entre ce que vous allez vouloir faire vous est-ce que et la réalité de vos infrastructures, on y reviendra aussi dans la partie lieu, mais globalement, voilà, qu'est-ce qu'on veut développer comme projet de manière spécifique, et peut-être que le projet va aussi évoluer pardon, avec le temps. Hein. En athlétisme, j'ai un ami, François, au niveau du White Star. Il a commencé avec Léa, qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait des médailles à Paris. Il a commencé avec une athlète, et puis maintenant, ils sont une vingtaine. Il a deux sections, une section en déficience motrice, une section en déficience intellectuelle, avec plusieurs entraîneurs, etc. Mais il a commencé tout petit, et puis il a évolué par rapport à ça. Et ça, c'est évidemment intéressant. Pourquoi est-ce qu'il est important de se poser la question? C'est de savoir si on est en adéquation avec la philosophie du club, voir un peu ce qu'on est capable de faire, voir un peu qui on est capable d'accueillir, qui on a envie d'accueillir et quelles sont peut-être des infrastructures qui sont plus adaptées que d'autres. Peut-être que certains entraîneurs euh, vont vouloir accueillir au départ de la déficience intellectuelle, mais pas de la déficience motrice parce que c'est trop compliqué, et inversement. Donc voilà, ça c'est important évidemment de pouvoir se poser ce type de questions lorsqu'on va mettre en place et qu'on va essayer de développer un projet handisport au niveau d'un club. Et la question aussi de se dire, OK, mais c'est bien beau de vouloir de la déficience intellectuelle, mais comment est-ce qu'on va recruter des sportifs? Parce que créer la structure, je vais pas dire que c'est pas compliqué, parce qu'en fait, voilà, c'est quand même des démarches, échanger éventuellement parfois des statuts en fonction des statuts que vous avez dans la SBL, etc. Mais globalement, c'est beau de faire ce travail et c'est déjà un bon début. C'est le début, évidemment, c'est la porte d'entrée par rapport à ça. Mais l'idée, c'est il faut aussi pouvoir se dire quel type de sportif est-ce qu'on va pouvoir, comment est-ce qu'on va pouvoir les recruter. Et puis, est-ce qu'il y en a autour de chez nous ou tout très proche de chez nous? Parce que si des gens doivent venir d'Ostende pour pratiquer euh, la voile à Froid-Chapelle, alors il y en a qui le font dans l'autre sens parfois pour différentes raisons ou des compétitions, mais globalement, ça a peut-être moins de sens, évidemment, à certains moments. Même si je sais que dans votre sport, on se développe, on se déplace quand même un peu plus facilement peut-être que dans d'autres sports. Mais globalement, c'est intéressant de pouvoir se dire c'est quoi mon public et comment est-ce que je vais pouvoir le recruter, vers quoi je vais pouvoir aller par rapport à ça. On peut vous y aider, bien entendu. Hein, si vous nous dites, OK, dans telle région, je cherche des personnes déficientes intellectuelles, nous, on a des listings évidemment qui ont été réalisés avec des personnes qui ont accepté et qui ont contact pour qu'on puisse les contacter pour différentes activités. Alors, je n'ai pas dit qu'ils vont dire oui pour la voile, mais globalement, il y a des possibilités évidemment qui sont par rapport à ça. Mais c'est important de se positionner. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, en valide, vous allez être vous sur une approche plutôt à gauche de l'écran, une approche qu'on appelle disciplinaire, ce qui est assez logique. Hein. Moi, je suis prof de gym. Globalement, j'ai aussi une approche disciplinaire. C'est qu'est-ce que je veux faire comme sport? J'ai quoi comme lieu ou comme partie de salle à disposition et je vais faire quoi comme matériel? Globalement, on a plutôt une approche disciplinaire, alors que dans le monde du handisport, sauf pour les sportifs de haut niveau, hein, comme Roger, Léa, etc., qu'on a vu auparavant. Mais globalement, on va être sur une approche plutôt personne, et donc de se centrer sur la personne et de voir un peu comment on peut travailler à partir de ça pour par la suite passer sur la partie plutôt disciplinaire. La deuxième partie, c'est quelle formation pour les entraîneurs, mais c'est aussi bien respecter et bien voir un peu
quels sont les goûts et les envies aussi des entraîneurs. Enfin, l'idéal n'est pas de forcer spécifiquement, de forcer les entraîneurs d'avoir une idée en tant que comité ou en tant que responsable d'un club, mais c'est de se dire à un moment donné, voilà, c'est discuter avec l'entraîneur. Ok, il est peut-être ok d'organiser ou de développer une structure au niveau du club et une section en intégration, en inclusion, peu importe, ça peut être intéressant. Les types de déficiences dans un premier temps. Donc c'est important de discuter avec lui avant même peut-être de parler formation avec lui. C'est de voir un peu ce dont il se sent capable par rapport à ça, quel nombre peut-être de sportifs il est capable d'accueillir, etc., etc. Ou bien combien d'accompagnants pardon il va devoir avoir pour pouvoir éventuellement encadrer ses sportifs sur le côté, etc. Donc ça, c'est un peu à voir, à discuter. C'est de nouveau en lien avec vos infrastructures, le matériel que vous avez à disposition, évidemment, et plein d'autres facteurs. Mais c'est intéressant de se poser les questions aussi. La réussite du projet ça ira beaucoup plus loin en termes de projet. Ça se construira de manière beaucoup plus rapide si tous les acteurs sont preneurs par rapport à ça, plutôt que d'imposer des choses où les gens vont finalement être frustrés, et transmettre aussi la frustration peut-être aux sportifs à un moment donné. Et ça, c'est un peu délétère pour tout le monde. Au niveau des formations, ben, il existe, ben, on va mettre en place pour la formation en 2026 au niveau des initiateurs voiles. Donc tous les initiateurs voiles à partir de 2026 jusqu'à Vitam Aeternam auront une information, auront un module de 2 heures en digital learning et de 2 heures, 2 heures et demie pardon, en pratique de l'handivoile, donc dans le cadre du moniteur sportif initiateur. Donc ça, c'est évidemment très intéressant puisque le but n'est pas d'en faire des spécialistes sur 4 heures. On est bon en formation, mais pas à ce point-là. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir en fait la handivoile, dire que ça existe et donc de sensibiliser, d'être un peu complémentaire finalement par rapport à l'intervention que je suis en train de faire aujourd'hui, mais avec quelque chose de concret et pas avec un bavard qui parle derrière un écran. À l'heure actuelle, il existe déjà, et certains d'entre vous sont en cours ou l'ont déjà finalisé, une formation généraliste qu'on appelle chez nous le moniteur sportif initiateur en activité physique adaptée, qui ne met pas en évidence la voile de manière spécifique, qui essaye de faire découvrir à travers différentes disciplines sportives le handisport, mais surtout la prise en charge des personnes. Et donc, on voit un peu, on essaie à travers différents sports, de vous sensibiliser, de voir un peu les difficultés que les personnes déficientes visuelles, déficientes intellectuelles, déficientes motrices rencontrer sur les différents points qui sont présents dans cette formation. Donc ça, c'est évidemment super intéressant. C'est un niveau MS animateur en activité physique adaptée tout à fait reconnu par l'ADEPS, puisqu'il y a un cahier de charges, etc., qui a été rentré il y a déjà quelques temps. Mais c'est validé. Donc, si vous souhaitez organiser des activités, ben, ça peut être intéressant aussi de mettre ça en place. Surtout si vous souhaitez vous former rapidement, puisque vous voyez sur le site d'IA, sauf s'il y a beaucoup de demandes, évidemment, de votre part et de la part des différents clubs. Là, on pourra envisager un peu plus tôt, mais on a un peu réfléchi avec Stéphanie et Sébastien, et l'idée, c'est quand même 2027, ça nous semble relativement raisonnable en termes de délai par rapport à ça pour mettre en place une formation dans laquelle, du coup, on vous apprendrait à prendre, enfin, on apprendra à vos entraîneurs à prendre en charge des sportifs de manière vraiment très spécifique et très particulière en fonction des différents publics. Donc, c'est important la formation, évidemment, également, et ça permet évidemment d'avancer par rapport à ce qui est fait à l'heure actuelle. Dans quel groupe? On l'a déjà fait, je ne vais pas repasser, mais globalement, vous connaissez les différents aspects. Choisissez quel type de groupe vous souhaitez. Alors, certains clubs, l'idée, c'est pas de revoir, mais certains clubs ou certaines structures proposent une section handisport d'abord, et puis en fait, les personnes glissent à certains moments ou vont, en tout cas, une fois qu'elles sont formées, dans des clubs, enfin des parties d'une section en intégration ou même dans des entraînements avec des valides. Donc ça, c'est vraiment de réfléchir à vous, votre structure et comment vous voulez la faire. On peut vous y aider, hein, bien entendu, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais vous connaissez un peu ici le concept. L'idée, c'est pas non plus de se bloquer à certaines choses. Bon, la voile est vraiment important. Enfin, il y a moyen de faire de manière très très rapide ou en tout cas de proposer des activités inclusives assez rapidement. Et globalement, peut-être que certains, s'ils veulent faire de la voile seule, etc., il y aura peut-être enfin, il y aura peut-être un intérêt à faire du handisport une section handisport dans un premier temps, quitte à ce que lorsque la personne est bien formée, etc., elle glisse entre cas où elle aille vers une section inclusive par la suite avec
vos autres groupes du coup à ce moment-là. Bien faire attention que quand on est dans un groupe en inclusion, l'idée c'est pas non plus quand même d'oublier les autres. Donc c'est pas parce qu'il y a une personne paraplégique ou une personne aveugle dans le groupe qu'en fait on se focalise uniquement en tant que coach sur cette partie-là. C'est important évidemment voilà, un groupe c'est un groupe. Il peut y avoir des variations d'attention évidemment en fonction d'une activité ou d'une autre, mais l'idée c'est que tout le monde s'y retrouve finalement. Donc c'est de bien réfléchir cette partie-là aussi dans un premier temps. Peut-être que certains sportifs ne voudront faire que d'une section handisport aussi, donc c'est aussi en lien avec le public, ça peut être intéressant de se renseigner sur quelle est l'attente. Peut-être que l'institution, elle voudra pas faire de l'activité avec d'autres personnes en inclusion, peut-être que d'autres voudront. Ben, ça, c'est un peu à voir aussi quand on fait un peu une analyse du marché d'une manière spécifique. L'adaptation de la discipline, bah, c'est un peu de se renseigner. Alors, bah, ce qui est important, évidemment, je veux dire, tout est permis, en fait. Ça dépend un peu quelle est la philosophie que vous voulez mettre derrière. Si vous voulez faire de la compétition, bah, il faudra réfléchir à ce que la Fédération internationale de voile met en place et quel type de règlement, quel type de bateau, etc. sont requis par rapport à ça. Je suis pas spécialiste, hein, évidemment, moi, de la voile. J'en connais beaucoup, j'en apprends à chaque formation et à chaque rencontre et je trouve ça super enrichissant. Donc, c'est de voir un peu spécifiquement, si on veut faire de la compète, bah, globalement, il va falloir respecter un cadre, il va falloir respecter des classifications aussi qui sont liées à ces bateaux ou à ces classes. Si vous voulez faire du loisir, finalement, je ne veux pas dire qu'on peut prendre n'importe quel type de bateau, n'importe quel type de discipline et faire ce qu'on veut, mais globalement, c'est presque le cas. Donc, il y a plein de disciplines dans lesquelles bah, il y a de la partie sportive et où là, c'est très, très cadré. Et forcément, il faut viser et atteindre, en tout cas, les standards pour pouvoir pratiquer de la compète avec d'autres. Et puis, il y a des disciplines qui sont beaucoup plus light et où on pratique ça en aviron, par exemple, ou en équitation. Mais c'est des gens il y a tout ce qui est compétition officielle, etc., qui sont mises en place. Et puis, vous avez des gens qui font de la balade en équitation et qui se déplacent, qui font des disciplines qui ne sont pas des disciplines paralympiques ou qui ne sont très peu compétitives. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Toutes les pratiques sont bonnes et sont intéressantes. Et c'est vraiment à vous, en tant que comité, en tant que spécialiste, à décider de ces parties-là. Bien faire attention aux adaptations physiologiques, techniques, tactiques, etc., qui sont liées à la discipline. Bien se renseigner sur ce qui est proposé au niveau international. C'est pour ça que les formations sont intéressantes, du coup, évidemment, puisque du coup, on les voit en raccourci. Mais c'est important, évidemment, de pouvoir un peu voir ce qui est spécifique par rapport à ça, comment on peut les adapter, quelles sont éventuellement les aides techniques qui sont autorisées. Hein, parce que dans le technique, je mets ces aides techniques qui peuvent être autorisées à certains moments. Est-ce qu'elles sont en adéquation avec le règlement spécifique de la discipline, oui, non, etc. Donc ça, c'est important. Et quels sont les aspects spécifiques sécuritaires qu'il faut pour la pratique de cette discipline. Il y a peut-être des choses qu'on met en place en plus d'une discipline ou d'un sport ou d'un bateau à l'autre pour pouvoir pour accueillir des personnes en situation de handicap. Bah, c'est important de pouvoir se renseigner en tout cas sur ces différents aspects. Bah, voilà, peut-être que votre ponton n'est pas sécurisé pour des personnes déficientes visuelles. Bah, peut-être que le fait de mettre simplement des barrières sur le côté ou en tout cas d'avoir des lignes podotactiles à certains endroits, donc des lignes en relief comme que vous voyez parfois sur les trottoirs, bah, ça peut être intéressant pour que la personne aveugle ne tombe pas à l'eau lorsqu'elle est sur le ponton. Bah, ça, voilà, c'est des choses à réfléchir. Ça peut être des exemples, ce ne sont que des exemples évidemment, et c'est analysé au cas par cas. Le lieu, c'est important de pouvoir envisager le lieu aussi, puisque ça fait partie, et je le dis dans ceux qui ont suivi la formation, je le dis, on a beau avoir les meilleurs entraîneurs, avoir le meilleur matériel, avoir les meilleurs moyens financiers, si le lieu n'est pas accessible pour les personnes en situation de handicap, ça ne sert à rien. Donc, ça fait partie des premiers freins à la pratique d'une discipline sportive. On a fait une campagne en 2023-2024 sur cette notion d'accessibilité. Et c'est important de pouvoir que ce soit accessible. Bien faire attention, et ça c'est un message qu'on voulait faire passer aussi avec Sébastien, c'est que ben, là l'accessibilité elle est différente en fonction des publics. Donc vous êtes peut-être à l'heure actuelle, sans le savoir, accessible à plein de publics, et le fait de ne pas être accessible à une personne en chaise n'est pas un frein pour développer une activité en handi-voile. Donc ça peut être très très facilement, c'est peut-être accessible pour des personnes avec des béquilles, ça peut être accessible pour une personne qui va avoir une orthèse ou une attelle à un endroit, ça peut être accessible pour des personnes déficientes visuelles, déficientes intellectuelles. Donc c'est important évidemment ici de pouvoir vraiment bien faire attention par rapport à ça. Mais il faut aussi être conscient et ne pas vendre non plus des choses qui ne sont pas réelles par rapport à l'accessibilité. Donc voilà, nous on travaille pas mal avec différentes ASBL qui mettent en place un label d'accessibilité qu'on appelle Accessi,
Et donc voilà, il y a des bureaux avec des experts qui sont spécialisés à ce niveau-là. Et en fait, eux, vous voyez qu'ici, ils passent chez vous, ils voient un peu ce qui est possible. Et ils renseignent aussi que votre club, du coup, est accessible ou ne l'est pas. Et vous recevez en modèle 3D alors c'est il y a une partie qui est payante. Euh, mais ils peuvent aussi vous aider à faire des travaux, planifier des travaux. Mais là, du coup, ça devient des projets un peu plus pharaoniques et qui coûtent un peu plus cher. Mais Infrasport demande de plus en plus à ce qu'on fasse appel à ce genre de bureau d'experts. Mais vous voyez ici que bah, globalement, sur le label Accessi, vous voyez que bah, vous avez du vert pour les personnes qui marchent avec une canne, vous avez du vert pour les personnes en chaise et pour les personnes déficientes intellectuelles. Par contre, donc c'est-à-dire que c'est full accessible pour ces personnes-là. Par contre, en déficience visuelle ou en malvoyance, c'est moyen, puisque blanc, c'est pas accessible du tout. Donc, vous voyez qu'ici, bah, il y a pas, c'est pas accessible du tout pour la malentendance. Donc, il y a sûrement pas de borne magnétique et ce genre de choses qui sont présentes. Donc, vous voyez aussi, et donc ça, c'est important, parce que du coup, la personne, elle sait qu'elle peut venir et vous pouvez avoir des infos par rapport à ça. Euh, Moi, ce qu'on a dit lors de cette formation en accessibilité, c'est que chaque petite attention est en faveur d'une meilleure accessibilité. Donc, la moindre des choses qui va permettre de faciliter les choses, qui va permettre un meilleur accès en fonction du type de public que vous avez vu juste avant, euh, ce sera quelque chose qui va déjà améliorer les choses. Ça peut être des choses que vous allez trouver dans des magasins, ça peut être des choses qui vont être bricolées par le papy d'un sportif qui est super bricoleur et qui va arriver à faire une rampe en bois qui est peut-être pas top, tip top au niveau des normes avec les 2%, les 5%, etc. Mais le fait de rajouter quelque chose, ça va être déjà super intéressant. Alors bien entendu, si vous faites des travaux, des travaux de grosse importance, c'est important évidemment que ce soit et qui sont généralement subsidiés du coup par Infrasport, par la commune ou autre. C'est important de pouvoir faire les choses aux normes, mais globalement, on peut très très vite rendre des choses assez accessibles sans forcément devoir péter la moitié du clubhouse ou du ponton pour refaire quelque chose. Ça, c'est important évidemment et ça peut être vraiment très très intéressant de pouvoir le faire aussi. Je me rappelle, on m'a demandé de faire une visite dans un club d'aviron du côté de Ouépion, pour ceux qui connaissent peut-être. Globalement, au début, ils n'avaient pas de vestiaire PMR, ni de toilettes PMR, mais ils avaient deux toilettes avec un petit sas à l'entrée dans lequel il y avait l'évier. Je leur ai dit, écoutez, bah oui, c'est pas accessible pour une personne en chaise, mais enfin, en tout cas, on rentrait avec une chaise facilement. Mais la personne ne savait pas rentrer dans la toilette avec sa chaise, donc il ne savait surtout pas fermer la porte, donc c'était compliqué. Mais je dis, en fait, pour commencer, vous mettez un petit loquet sur le sas d'entrée avec une pancarte personne PMR à la toilette. Pendant le temps que la personne PMR est à la toilette, bah, les deux toilettes sont condamnées, mais on ne va pas non plus pendant 4 heures à la toilette. Ça permet de faire des choses qui sont accessibles, les gens comprennent bien, il y a une intégration qui se fait également à ce niveau-là. Et globalement, quand ils ont refait des travaux pour réadapter, bah, ils ont cassé les murs et ils ont fait une toilette PMR tout à fait correcte. Et du coup, un petit loquet à quelques dizaines d'euros et une pancarte qui était affichée, plus sensibiliser un peu les membres, ça a permis de rendre les choses très, très accessibles sans devoir forcément mettre énormément de moyens en œuvre par rapport à ça. Euh, Bien penser aussi que l'accessibilité PMR, comme on l'appelle, ou personne à besoin spécifique, ou les Canadiens disent personne capable autrement, donc ça peut être intéressant, mais c'est un confort pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est indispensable pour les personnes en chaise, pour les personnes qui se déplacent avec une béquille, etc., etc. Mais c'est surtout un confort pour tout le monde, pour le livreur qui va devoir franchir les escaliers que vous avez ici en bas et qui va devoir porter les casiers que vous amenez dans votre cafétéria ou autre. Et donc, bah, le fait d'avoir une rampe ou un ascenseur, bah, ça va faciliter les choses. Bah, la femme qui est enceinte, pas qui est enceinte, qui a accouché ou qui a un enfant avec son landau, etc., aux personnes âgées peut-être aussi qui ont des difficultés à ce niveau-là. Donc, une accessibilité pour les PMR, ça devient quelque chose de confortable pour presque 80 à 85% de la population. Et donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, quand vos responsables politiques, si vous avez des personnes qui interviennent à ce niveau-là, disent oui, mais c'est pas pour deux personnes en chaise qu'on va le faire. Bah non, en fait, on le fait pas pour juste deux personnes en chaise, on le fait pour toute la population. Et donc, ça va être beaucoup plus confortable aussi à un moment donné. Et ça va être plus intéressant. Quel matériel? Bah, il doit être en lien avec la pratique, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est bien voir un peu cet aspect spécifique. Donc, quel type de pratique est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est des bateaux qui sont vraiment spécifiques? On discutait dernièrement, bah, c'est des bateaux qui ne chavirent pas. Quel type de bateau? Est-ce qu'on prend des bateaux à deux? Est-ce qu'on prend des bateaux plus grands? Quel type de matériel, etc. Donc voilà, bien penser à la sécurité du matériel. Donc, c'est important évidemment d'avoir cette notion-là. Vous avez un sport qui est quand même relativement dangereux même si c'est un sport très très agréable, mais globalement c'est important de penser aussi à la notion de sécurité et peut-être de penser à la notion de sécurité de nouveau en fonction de ce qu'on a dit au niveau du public juste au-dessus.
Donc, penser la sécurité, pas pour des personnes valides, mais pour des personnes en situation de handicap. Et donc, voir comment on peut faire pour voilà, rendre ça sécuritaire pour une personne déficiente visuelle, par exemple, ou pour une personne déficiente intellectuelle, et quel type de matériel choisir par rapport à ça. Est-ce qu'on prend du matériel valide, full valide, et donc on pratique, ou est-ce qu'on prend du matériel spécifique? Bah, de nouveau, le lien avec la discipline. Est-ce qu'on pratique de la compétition ou est-ce qu'on pratique du sport loisir, entre guillemets? Et donc, bah, le choix va être évidemment peut-être différent à certains moments. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un matériel super full adapté, aussi en fonction du public que vous allez accueillir. Évidemment, ça pourrait être vraiment peut-être vraiment différent. Donc là, il y a des choix et des questions évidemment à se poser par rapport à ça. Alors vous allez me dire, mais par rapport à ce que vous avez fait, c'est bien gentil, on a envie. Sébastien, tu nous as vendu du rêve, c'est super cool. Mais bon, on se doute quand même que ça coûte tout ça. Bah, clairement, il y a quand même ça a quand même un coût, même s'il y a beaucoup de richesses et je trouve que au niveau du handisport, bah, quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est qu'en fait, normalement, il y a la Belgique a signé la charte des Nations Unies pour la personne handicapée, qui est dans cette charte, l'article 30 dit qu'en fait, il y a les personnes en situation de handicap ont le droit à pratiquer une activité sportive, de loisirs et sportive. Donc c'est un droit. Après, voilà, les personnes handicapées n'attaquent pas les clubs valides, je ne sais pas, les centres sportifs parce qu'ils ne sont pas accessibles ou ne proposent pas d'activité pour eux. Mais clairement, on se rend bien compte, voilà, ça doit être de la bonne volonté. Et donc le fait que vous soyez nombreux aujourd'hui est super intéressant, mais on se rend compte aussi qu'il y a des coûts qui sont derrière et qu'il faut évidemment compenser à un moment donné. C'est intéressant évidemment de pouvoir le connaître et le savoir. Donc je les ai mis ici de manière vraiment light les subsides qui sont possibles par rapport à ça. Sur notre site, j'aurais pu mettre le lien. Sur notre site, on a vraiment l'entièreté, on a fait une checklist vraiment des caractéristiques qui peuvent être, enfin des subsides qui peuvent être allés chercher au niveau des provinces, etc. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez par rapport à ça. Pour les clubs qui sont affiliés à la Ligue handisport francophone, ben, vous avez ce qu'on appelle le subside. Alors moi j'aime pas beaucoup, mais le subside des cercles pour personnes handicapées. Alors c'est une appellation des années 90 qui est restée dans les différents décrets mais qui est présente. Donc, c'est-à-dire qu'un club qui est affilié chez nous à la Ligue peut bénéficier, dans le cadre de la labellisation, dans le cadre de certains critères, peut bénéficier de ces subsides certes pour personnes handicapées. Donc ça, c'est intéressant, évidemment. Et donc, bah, si vous êtes un club labellisé, par exemple, à la Ligue en sport francophone, vous avez, si c'est une étoile, 500 euros par an. Si vous avez deux étoiles, 1000 euros. Si vous avez trois étoiles, c'est 1500 euros qui vous sont donnés pour une durée de 2 ans. Donc, c'est-à-dire que si vous avez trois étoiles, ben, globalement, sur la période de 2 ans, vous recevez 3000 euros et ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant, évidemment. Et donc ça, c'est de l'argent. Ben, on vous demande pas comment le dépenser. Donc ça, c'est intéressant. C'est vous qui pouvez le justifier par rapport à ça. De par le fait que vous êtes, enfin que certains clubs sont des clubs chez nous, mais vous le faites aussi avec la Fédé valide. Mais nous, on rentre dans le subside des fédérations valides également, et donc on a accès pour les clubs qui font de la compétition, du coup là uniquement, au subside de labellisation d'ADEPS, avec des critères qui sont un peu plus stricts que ceux qui sont dans le subside certes pour personnes handicapées, mais il faut pas hésiter, évidemment, ça peut être super intéressant et ils sont cumulables, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un subside cercle personnes handicapées parce qu'on fait du loisir. Et si on a deux ou trois ou quatre sportifs qui sont présents et qui font de la compétition, on peut y avoir accès si on rentre dans les critères, bien entendu. Il y a le subside, pas oublier le subside d'achat de matériel. Alors les clubs en voile, je pense qu'ils sont, vu les sommes et le matériel que vous avez, vous le connaissez bien, mais globalement chez vous, je pense qu'il est limité, enfin pas je pense, il est limité à 75% au niveau des subsides d'achat de matériel. Au niveau du handisport, si c'est du matériel spécifique, on peut monter jusqu'à 90% du matériel spécifique. Et donc ça peut être ça évidemment euh, vraiment super intéressant pour vous. Alors il y a toute la procédure ADEPS que les responsables, les trésoriers ou les responsables administratifs connaissent, qui est relativement longue, mais il y a quand même une intervention qui est plus importante par rapport à du matériel adapté. Et donc ça, c'est évidemment super intéressant, évidemment. Ne pas oublier d'autres subsides qui sont des subsides qui sont un peu à cheval. C'est pas du privé, mais c'est pas non plus vraiment du public, comme Cap 48 avec des lab cap. Donc là, qui sont du crowdfunding, où vous pouvez faire appel à Cap 48, rentrer un dossier qui peut aller jusqu'à 15, je pense 15, 14 ou 15 000 euros. Et donc, vous faites appel à votre réseau, mais aussi au réseau de Cap 48. Et donc, il y a des gens qui subsidient l'achat de tel matériel, un stage à tel endroit, l'ouverture d'une journée spécifique, etc. Donc ça peut être vraiment évidemment super intéressant aussi à développer et à ouvrir par rapport à ça, parce que du coup, là, il y a quand même de l'argent aussi à aller chercher. Il y a ce LabCap, mais il y a aussi des projets plus gros
et plus importants qui peuvent être également développés. Là, c'est un autre type de procédure. Il y en a qu'une par an, alors que le LabCap, il y en a deux par an. Donc, on peut quand même rentrer dans cette partie-là. La seule obligation, c'est d'être une SBL, mais globalement, et de rentrer un petit dossier par rapport à ça, mais c'est tout à fait possible. Si vous faites une intervention plutôt pour du gros matériel, des bâtiments, par exemple, ce genre de choses, c'est possible aussi, mais là, les dossiers sont un peu plus conséquents. Et généralement, pour les dossiers plus conséquents, 448 n'intervient que pour une partie du matériel, en complément d'infrasport, par exemple, ou de la commune qui peut participer, par exemple, ou d'autres structures qui peuvent participer. N'oubliez pas les services clubs ou le service club, Kiwanis, Rotary et ce genre de choses. Ils sont très friands des demandes et de soutien ou d'achat de matériel pour les personnes en situation de handicap. Ça les aide beaucoup. N'hésitez pas aussi, ils sont de plus en plus vers l'aide, donc un peu moins vers la partie financière, mais vers aussi l'aide et donc le développement d'aide ou de soutien à différents projets. Une journée de découverte voile qui est organisée dans votre club pour des personnes en situation de handicap, ça peut être super intéressant évidemment d'avoir des gens qui vont pouvoir aider à mettre dans les bateaux ou qui vont pouvoir aider à accompagner les gens depuis, je sais pas, le parking jusqu'au plan d'eau, etc. Donc ça, c'est important évidemment de pouvoir le voir. Il y a tout ce qui est boîtes privées qui sont également intéressées. Alors, il y a l'aspect sponsoring classique, mais qui est difficile pour beaucoup, et je pense aussi dans votre domaine, c'est parfois un peu plus compliqué, mais ne pas oublier l'aspect citoyenneté des boîtes. Donc, il y a pas mal de boîtes, en tout cas les grosses boîtes, elles ont un aspect sponsor, hein, comme vous voyez, en foot, etc., sur les bords des terrains. Ça, c'est l'aspect vraiment sportif. Et donc là, c'est assez, voilà, il y a quand même des gros moyens, mais globalement, c'est des sports très, très visibles qui sont présents. Par contre, la majorité des boîtes, en tout cas des moyennes entreprises et des grosses entreprises, ont une obligation de développer des aspects citoyens dans leur société. Et donc, ça peut être super intéressant d'aller chercher enfin, des sous à ce niveau-là, dans ce volet-là, et donc de pouvoir aller chercher aussi des moyens dans cette partie-là. Le handicap permet ça, peut-être plus que les sports valides, donc ça permet d'aller chercher du côté du handicap, et puis parfois pour certains sportifs d'un peu plus haut niveau, d'aller chercher aussi sur le côté sportif avec la notion classique par rapport à ça. N'hésitez pas à jouer en fait par rapport à cette partie-là et se dire ok, si vous nous donnez des sous, ou si vous nous aidez pour tel projet lié au handisport, ça peut être super intéressant pour votre boîte de communiquer, de montrer que vous aidez les gens, etc. Donc ça peut être vraiment super intéressant et ça marche très très bien. Le para-hockey, pardon, le fait. Et ils ont énormément de sous, moins pour la notion de compétition, puisqu'ils font très peu de compétition, pardon, mais beaucoup par rapport à la notion de citoyenneté, d'engagement spécifique des boîtes par rapport à ça. Il y a plein d'autres subsides, hein, les subsides de l'infrasport. J'ai pas fait la liste de tout ce qui est possible. Tout ce qui est accessible pour un club valide peut être également accessible au niveau du handisport. Donc ça, c'est évidemment super intéressant de pouvoir y avoir accès. Alors je sais que dans les clubs, c'est parfois difficile d'avoir du temps pour cette partie-là qui est un peu voilà, qui est un peu énergivore et qui est parfois complexe. Parfois, voilà, on n'a pas toujours non plus les liens et le réseau. Donc voilà, mais c'est important de pouvoir aussi le développer par rapport à ça, parce que clairement, au niveau du handisport, il y a quand même, je ne vais pas vous vendre un chat dans un sac en disant c'est parfait, il n'y a rien, ça coûte rien, etc. Il y a quand même des petits surcoûts, ça peut évidemment être parfois un frein. Donc ne pas hésiter à aussi mettre cette partie-là en avant par rapport à la création du projet, en tout cas le mettre dans la balance. L'idée évidemment c'est que ce soit intéressant pour tout le monde. Donc voilà un peu. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai mis mes coordonnées. Le numéro de téléphone, c'est le numéro général de la Ligue. Donc, vous verrez qu'il y a une centrale téléphonique qui donc pourra appeler les personnes que vous souhaitez en faisant un, deux ou trois. Donc, vous pouvez arriver là où vous le souhaitez. Si vous avez des questions que vous voulez plutôt poser par mail, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, je les transférerai à mes collègues ou je les mettrai en copie de ma réponse. Et comme ça, vous serez en direct par rapport à ça. Sachez que pour tout ce qui est sport, développement des sports, lien avec les clubs, etc. C'est Laure de Nabil qui s'occupe de cette partie-là, qui va aussi faire tout ce qui est affiliation, gestion de la base de données, etc., qui va pouvoir orienter les sportifs chez vous. Donc, si vous êtes affilié chez nous, ça peut être super intéressant, évidemment, par rapport à ça. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à mon intervention d'aujourd'hui? J'espère que j'étais clair. Et donc voilà, je vais essayer parce que je ne vous voyais pas, donc voilà, j'essaie de vous remettre pour que je vous vois. Et attends, comment on fait Voilà. Oula. Je vais peut-être arrêter le partage du coup, parce que sinon on se voit à l'infini, vous êtes tout petit. C'est joli, hein, Une belle Oui, mosaïque. oui, c'est un beau.
C'est très artistique. Voilà. La main. Je- C'est une souris spéciale. Oui, Mais non, mais il y a dites, dites-moi, allez-y si vous avez des questions. Oui. Oui, Royal si B. vous entendez? Oui. Oui, je vous entends. Ah ben voilà, on a une question. Donc nous, on accueille déjà des personnes atteintes de maladies plutôt psychiatriques, donc Mhm. déficience mentale. On voulait voir si c'était quelque chose qui était pris en compte dans le handisport. Oui. Mais il y a vraiment deux approches hein. Dans le domaine du handisport, vous avez l'approche, comme je disais, vraiment compétitive. Et donc là, vous allez devoir rentrer dans les normes de la Fédération internationale avec le code, etc. Enfin, etc. Donc ça, c'est une première chose. C'est une partie qui intéresse certaines personnes et puis pas d'autres du tout. Et il n'y a pas de jugement de valeur. C'est voilà, on fait ce qu'on, enfin, vous faites ce que vous voulez finalement à ce moment-là. Et en fait, il y a la deuxième partie qui est vraiment là où il y a pas de critères. Le seul critère, en fait, pour des personnes de déficience intellectuelle avec des troubles psychiatriques, c'est qu'il y a un moment donné un dysfonctionnement, une impossibilité de participer dans des activités tout à fait classiques. Ouais. Et donc, c'est tout à fait envisageable de pouvoir faire ça avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle même légère. Donc, c'est tout à fait envisageable et ça peut être un public qui peut rentrer dans cette partie-là, oui, tout à fait. On en a pas mal qui font ça, donc voilà. Mais est-ce que leur trouble psychiatrique est une déficience intellectuelle? Non, Non, pas hein? forcément, pas forcément. Ça dépend un peu des choses, mais ça dépend un peu des spécificités. Normalement, un trouble psychiatrique est traitable, enfin, ou peut être traitable, ils ne sont pas tous traitables. Mais donc voilà, mais vous parliez de déficience intellectuelle, donc la déficience intellectuelle, oui. Trouble psychiatrique, ça dépend un peu, il faut voir un peu ce qui est. C'est difficile de juger comme ça, Il y a mais une liste qui existe par rapport à ça. Donc ici, de. c'est essentiellement des psychotiques, par exemple. Donc ça, Si c'est c'est plutôt... psychiatrique si c'est psychotique sans retard intellectuel, normalement, il n'y a pas c'est pas reconnu chez nous, parce que du coup, on D'accord. est sur plutôt de la maladie mentale, les Mental. troubles psychiatriques. Maintenant, dans beaucoup de cas, vous le verrez, à part des gens qui ont une dépression ou un burn-out, mais il y a souvent un trouble qui est un trouble associé. Ça, il faut vraiment voir au cas par cas, et ce sera peut-être des questions à poser à ma collègue Laure par rapport à ça, voir un peu ce qui est possible ou pas possible. Mais nous, on n'est pas trop regardant. On dit à partir du moment où il y a une adaptation, pour le sport de loisir, hein, je parle, à partir du moment Oui, où il y a on une est dans... adaptation, il y a une adaptation des conditions d'entraînement par rapport à ce qui se fait pour les valides. De nouveau, je n'aime pas trop le thème, mais c'est quand même plus terminologie. parlant. Ouais, ouais, la terminologie, mais du coup, voilà, dès qu'il y a une adaptation, c'est possible, quoi. Je pense que le SNEH, vous avez un peu de tout, hein. Chez vous, vous avez du moteur, de l'intellectuel, aussi des psychiatries, des cas psychiatriques. Donc, il y a un peu de tout qui viennent participer aux activités. Donc voilà, on n'est pas très, très regardant. Après, si c'est des valides qui sont dans la section handi, là, ça n'ira Non, pas. non, Mais non, non, que c'est des pas... valides. Mais voilà, c'est pas le but non plus. On serait pas Donc voilà. là. Oui, c'est ça, clairement. Et alors, on avait aussi une question sur l'affiliation, c'est ça. Quels sont les Alors, montants? Qu'est-ce que... Voilà. alors l'affiliation, en tant que club, c'est 60 euros par an chez nous. Et alors, c'est 2 euros par membre, non, 5 euros, pardon, par membre, puisque vous êtes, en fait, normalement, une affiliation officielle, c'est 15 euros. Mais comme on est partenaire avec la Ligue, enfin, avec la Fédération de voile, Ouais. il y a une convention qui a été signée, donc il y a une réduction qui se fait par rapport à ça. Donc ça, c'est un peu à vous à voir. Est-ce que vous prenez, enfin, par contre, l'assurance, du coup, doit être prise au niveau de la Fédé de voile, ou Ouais. alors vous prenez 15 euros chez nous et vous avez l'assurance qui est comprise dans le package. D'accord, ok. Et du coup, Merci. si vous ne pouvez pas que vous payiez deux affiliations, enfin, s'ils sont déjà affiliés chez la Fédé de voile, l'idée, c'est pas de les faire payer non plus chez vous. Et il faut minimum, comme ça, vous savez, minimum 5 membres, donc les 3 membres du comité, non, minimum 4 membres, pardon. Les 3 membres du comité, donc président, secrétaire, trésorier et minimum un sportif, quoi. Ouais, C'est le d'accord. minimum de nombre d'affiliés. Donc, vous ne devez pas affilier tous vos membres non plus. Donc voilà. Maintenant, si vous avez beaucoup de gens, c'est des institutions qui viennent ou qui font des one-shots et qui viennent, ou bien c'est des gens qui viennent régulièrement dans vos Alors, on activités? a une personne, là, on est plutôt sur du handicap moteur avéré, voilà, donc Mhm. c'est pas une pathologie. Donc ça, c'est une personne qui vient, bah, le fils, tu vois. Ah oui, c'est juste. Donc là, ben, voilà, ouais, il vient régulièrement. Et alors, on a, oui, là, les personnes plus en psychiatrie sont des personnes qui sont en institution, avec qui on est en train de développer une convention, parce que, ben, voilà, il y a un encadrant de l'institution qui vient. Ils viennent pour le moment le week-end, mais il y a un désir de pouvoir venir en semaine, mais justement pour un peu alléger leur séjour, etc. Et alors, comme vous le disiez, il y en a effectivement qui ont un petit retard et d'autres qui n'en ont pas. Donc là, quels seront les critères pour distinguer les uns des autres?
Je sais pas. Clarifiez bien. Ça c'est une chose. Si vous avez des réguliers, pour moi, l'affiliation, soit à la fédération de voile avec un complément chez nous, s'ils veulent participer à autre chose, c'est intéressant parce que du coup, bah, ça va être, ils vont venir, donc vous allez amortir entre guillemets les deux, donc sans aucun souci. Par contre, quand c'est des gens qui viennent de manière moins régulière, qui font des one shot ou qui viennent faire une initiation puis qui viennent plus, nous, ce qu'on conseille au club, c'est de faire une assurance à la journée ou Ouais, au mois. Parce que c'est beaucoup moins cher que finalement les 15 euros, ou je sais pas quelle est l'affiliation à la fédération de voile, mais c'est beaucoup moins cher. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans une boîte privée, style Ethias ou autre, et de dire, OK, je vais avoir 20 personnes à la minimum même pendant 2 semaines ou 3 semaines, qui viennent un jour par semaine. Quelle assurance vous me faites? Ce sera moins cher que les assurances fédérales qui sont des assurances qui couvrent un rayon de possibilités beaucoup plus important. En tout cas, chez nous, c'est pas super intéressant de prendre l'affiliation s'ils ne viennent qu'une fois, voire même 2 ou 3 fois. Donc ok. voilà. Moi, je suis pas là pour pousser à la consommation. Donc voilà. Merci. Merci. De rien. Il y a d'autres questions. Je ne vois pas tout le monde, donc n'hésitez pas à crier. Il y a Isa, je ne sais pas. Donc On on ne vous n'entend entend pas pas. par contre, Isa. On ne vous entend pas, non. Ouais. On rebrainstormait entre nous. Euh, Vous parliez aussi de labellisation ADEPS. Donc, par contre, vous disiez qu'au niveau subside, c'était la même chose au niveau, et ça on le constate, hein, puisque nous on demande quand même pas mal de subsides pour notre matériel, mais qu'il n'y avait pas de distinction avec le subside. Quels avantages y a-t-il d'être labellisé ADEPS? Chez nous, en fait, nous, on a fonctionné, on a créé la, la labellisation avant que les subsides labellisation ADEPS n'existent. Donc, nous, chez nous, ce qu'il existe, il y a un subside loisir, il y a un label loisir qui existe, qui donne 500, 1000 ou 1500 euros. Mhm. Globalement, plus des petits avantages à droite à gauche en fonction de l'enveloppe qu'on a chaque année. Et on a un subside compétition qui donne 500, 1000 et 1500 euros. Et donc, le subside compétition, on l'a fait glisser dans la partie ADEPS. Et le Ok. subside loisir, le label loisir, on l'a fait glisser dans la partie certes pour personnes handicapées. Mais globalement, en fait, chez nous, ça donne cet accès aux deux. En fait, c'est juste que c'est pas les mêmes Qui est personnes qui payent. additionnel alors, c'est Qui est ça? additionnel, oui, c'est ça qui est Ok. additionnel. Et Mhm. donc c'est juste pas les mêmes, c'est pas les mêmes virements, mais globalement, ça vient quand même dans les deux cas d'annexe. Nous, on est plus ou moins, à titre indicatif, parce que ça change chaque année. Je pense qu'en subside cercle personnes handicapées, on est plus ou moins on est à 85 000 euros par an pour tous les clubs. Mais du coup, bah, tous les clubs ne sont pas labellisés, hein. Et en subside ADEPS, on est aux alentours de 20 000, un peu plus que 20 000. Mais on est à 105, 110 000 par an pour tous les clubs et qu'on répartit. Il y a des clubs qui ne demandent jamais de label, hein. Les clubs des institutions, par exemple, comme ils payent, etc., enfin, ils sont payés par la VIC et ce genre de choses. Ils ne demandent pas de subside parce qu'ils en ont de label parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais voilà, donc on répartit chaque année plus ou moins 105, 110 000 euros par an au niveau des différents clubs. Et ça arrive toujours au mois de la période de labellisation, c'est du 15 janvier au 15 février chez nous, quand vous êtes affilié. Et du coup, bah, globalement, avant le 31 mars, vous avez normalement les sous sur votre compte quand ça a été validé par la commission de labellisation et par l'ADEPS, bien entendu. Donc Ouais, voilà. merci. J'ai vu, de rien, j'ai vu Alors, qu'il y avait une question qui passe. il y a Isa qui essaye de poser une question, mais qui a un problème avec son micro. Alors, la première question, c'est quid des statuts? Faut-il changer les statuts de notre club si partenariat? Ça dépend de ce qui est inscrit dans vos statuts. Mais globalement, c'est une pratique sportive comme une autre. Donc, globalement, logiquement, il n'y a pas besoin de changer les statuts de manière vraiment spécifique. Beaucoup de clubs, en fait, ont déjà ça. Enfin, on ne fait pas de différence. Normalement, une personne handicapée n'est pas une personne différente d'une autre. Donc, globalement, vos statuts ne sont pas différents. Après, ça dépend de ce qui est mis dans vos statuts. Si vous avez défini vraiment les sections compétitives, loisirs, tel type de sport, tel type d'activité, ça, il faut vraiment voir par rapport à ce qui est mis. Par rapport à ça, mais globalement, non. S'il n'y a pas les sections qui sont reprises de manière spécifique, bah, globalement, pour moi, il y a pas de besoin spécifique de modifier les statuts par rapport à ça. Vous êtes du coup un club qui est affilié à la fédération de voile et puis un club qui est affilié chez Handisport aussi en même temps et en parallèle. Après, il faut voir vraiment vos statuts. C'est difficile sans les voir. Je suis pas juriste non plus. Donc voilà, mais globalement, normalement, il faut pas forcément changer ses statuts. Donc ça, c'est une première chose. Et deux, c'est journée APA et journée Festi Handisport.
Les journées APA sont des journées pour personnes avec une déficience lourde qu'on organise. C'est plutôt des journées orientées psychomotes, entre guillemets. Donc, c'est pour des personnes qui ont vraiment des difficultés à faire du sport de compétition, donc enfin, soit vraiment de la compétition de moyen et de haut niveau, soit des championnats multisports adaptés qui ont un niveau, un peu, si vous connaissez, du niveau des Special Olympics. Donc voilà, les festivals handisport, c'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment un handicap très très lourd. Euh, et donc, oui, en voile, ça peut être compliqué, mais ça peut être simplement des balades enfin, de travailler, je sais pas très bien, vraiment des choses vraiment basiques, en tout cas par rapport à ça, puisque le handicap est très très lourd, et donc c'est compliqué de faire ce genre d'activité. Et les festivals handisport, ce sont des journées qui sont organisées, alors soit par des communes, soit par des villes, soit par des clubs, enfin par tous ceux qui veulent organiser en tout cas, et qui sont des journées qui regroupent différents types de déficiences et qui sont des journées un peu journées multisports en fait spécifiques. Donc là, il y a des possibilités en fonction des endroits ou du lieu auquel c'est organisé, ben, il y a des possibilités vraiment de participer. S'il y a un plan d'eau juste à côté, évidemment, ça peut se faire. Si ça se fait à Mons, par exemple, il pourrait y avoir des activités dans un hall ou faire du tennis à droite, puis faire un peu de voile ou d'autres choses. Donc ça, c'est des journées un peu plus sportives découvertes, loisirs, quoi, finalement. Donc voilà, qui sont organisées dans la région, mais qui peuvent être organisées par un club aussi. Soit vous rejoignez un club qui existe déjà, enfin une activité qui organise déjà et qui est du coup proche d'un plan d'eau, soit vous participez. Ça vous crée l'activité et on organise, nous, du coup, ma collègue Mathilde, du coup, vous accompagne pour créer l'activité et trouver d'autres clubs, puisque le but d'un festi, c'est quand même d'avoir un peu la découverte de plein de sports, mais d'avoir un peu différents aspects par rapport à ça. Je sais pas si j'ai répondu. Et je sais que enfin, Sébastien et toute l'équipe ont participé au championnat multisport adapté. J'en ai pas parlé, mais c'est des championnats qui sont oui, qui sont réservés aux personnes en situation de déficience intellectuelle et qui sont organisés au niveau local. Et il y a enfin, au niveau du NO, différents endroits. On fait ça aussi sur le Brabant wallon et sur Bruxelles. On va faire ça sur Liège dans les années à venir. Mais l'idée, c'est vraiment de développer de sortes de championnats où les institutions en fait se rencontrent dans différents championnats spécifiques. Et vous avez participé à la finale, hein, c'est La de journée l'année finale à passée. Mons, oui. La journée finale à Mons en mode découverte, du coup, je pense, de la Mhm. discipline. Donc, c'est aussi des possibilités. Donc, n'hésitez pas si vous voulez développer la discipline, vous dites des possibilités. Enfin, on peut aussi nous faire le relais par rapport à certains endroits, à certains moments, on peut tout à fait envisager les choses. Hein. C'est pas fermé. Je sais que vous avez un sport particulier qui est super, super riche. Moi, j'ai fait un peu de voile étant jeune, mais voilà, on peut aussi s'adapter et voir un peu ce qui est possible en développement, quoi. Et d'autres questions? Quels sont? Ouais. Voilà. Oui. Excusez-moi, mais j'ai pas très bien compris quand vous avez parlé des subsides. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et vous avez parlé des subsides LHF, CERC et puis ADEPS, et j'ai pas bien compris s'il y a un lien entre les trois ou pas. En fait, les subsides de la Ligue sont des subsides qui viennent de l'ADEPS. Donc, tous les subsides viennent de l'ADEPS, mais par des décrets et des voies différentes. D'accord. En Belgique, vous savez, on fait tout de manière très simple, organisée, structurée, facile, surtout pour les bénévoles. Donc, bah, nous, on subit ça aussi. Donc voilà, parce qu'il y a des méthodes de calcul. Mais nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment que ces deux subsides, donc cercle personnes handicapées et subside ADEPS, soient évalués selon le même principe de label. En fait, donc c'est vraiment les labels qui vont déterminer le montant que vous allez recevoir au niveau de cette partie-là. Si vous êtes en club loisir, vous recevrez si vous êtes en label loisir, vous recevrez un subside du décret certes personnes handicapées. Si vous êtes en compétition, du parti compétition, mais globalement, les calculs se font chez nous en interne. Donc, chez vous, la seule chose que vous avez, c'est comment donc deux versements qui sont faits parce que vous êtes sur deux subsides différents, mais ça ne change rien pour vous.
C'est juste vous dire, est-ce que vous voulez faire un label loisir ou un label compétition? Je pense Euh, que, parce que vous parlez donc de cercle et de LHF, en fait, le cercle personnes c'est un club. handicapées et LHF, c'est la même chose, en fait, c'est la ligue. En fait, le subside cercle personnes handicapées, c'est un subside qui est donné par l'ADEPS pour les Oui, cercles de la Ligue handisport. oui, Cercle qui veut dire club. Donc voilà. d'accord, ok. Ok, et les subsides sont en fonction des labellisations ADEPS. Oui, oui, tout à fait. Du nombre de membres, des labels, du nombre de personnes diplômées, mais qui sont des choses qui sont évaluées dans le label. Oui. Ok, c'est clair, merci. Alors, on a Je peux comprendre que c'est compliqué. encore une question d'Isa qui demande le fonctionnement du LabCap. Alors, je vais vous mettre tout de suite le lien et je vais vous expliquer. Hop, je vais mettre tout de suite le lien dans la description, comme ça c'est plus facile. Comme ça vous l'avez. En fait, le LabCap, c'est Cap 48 qui 2 fois par an organise un crowdfunding. Et dans ce crowdfunding, en fait, vous devez rentrer un projet. Bon, je prends l'exemple, je veux acheter un bateau adapté pour des personnes en situation de handicap, etc. Valeur du bateau, 10 000 euros, j'invente. Et donc, vous rentrez ce montant avec un dossier qui doit être accepté, qui est un dossier, vous devez être une ASBL, enfin, il y a des questions à remplir pour expliquer le projet, etc. Faire un descriptif du projet. Cap 48 le met à disposition sur son site, donc 2 fois par an. Il y a une période un peu avant enfin, en septembre, août, septembre, là, juste avant en mars-avril, je pense qu'ils font une deuxième fois également. Et donc, et là, c'est un crowdfunding, donc c'est-à-dire que soit vous faites appel à votre réseau, mais Cap 48 diffuse aussi votre appel à projet partout. Donc ça veut dire que vous bénéficiez aussi enfin, de la déduction des 40 euros si vous ne l'avez pas dans votre club, etc. Et que les personnes peuvent donner des sous pour votre projet. Avantage par rapport à un crowdfunding traditionnel, c'est que si vous n'arrivez pas, alors vous devez quand même avoir 10% du montant total, mais si vous n'arrivez pas, vous mettez 10 000 euros et que vous n'arrivez pas aux 10 000 euros, c'est pas grave. En fait, vous êtes quand même éligible enfin, vous recevez l'entièreté je sais pas si vous avez reçu 4 000 euros. C'est des dons pour 4 000 euros, vous recevez les 4 000 euros, même si vous n'atteignez pas les 10 000 euros. Ce qui en crowdfunding n'existe pas. En crowdfunding, si vous ne dépassez pas les 10 000, enfin, le montant que vous aviez demandé, vous n'obtenez pas les sous. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, il y a un bonus, mais il change d'année en année, donc ça, il faudra aller voir sur le site. Et CBC et Cap 48 donnent un bonus, en fait, en fonction de l'objectif qui a été atteint. Donc ça, c'est intéressant, évidemment. Je ne sais plus quel est le bonus. Je peux regarder s'ils le disent, mais voilà, il faut rentrer ici le dossier. Politique par Cap 48. Enfin voilà, mais il faut aller Et voir un peu avant le les 18, postulés, faites grimper les dons. non, 19 octobre. Hmm. Avant le 19 octobre. Ici, c'est parce que ils viennent de se terminer, ouais, ça vient donc voilà. Ils font ça plusieurs fois par an, donc il faut suivre régulièrement, en tout cas, par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant. Et l'avantage, c'est que c'est des plus petits projets, en fait. Donc voilà, c'est intéressant. Ça peut être intéressant aussi voilà, pour des sociétés, etc. Il y a des gens qui vous donnent des plus gros montants et donc voilà, il y a la déductibilité fiscale si vous l'avez pas dans vos clubs. Je ne sais pas, je connais pas l'état des clubs globalement, mais ça peut être vraiment intéressant. Du coup, ça peut être vraiment super cool. Aussi, c'est une autre manière de le faire et qui est plus indirecte. Et alors, sinon, il y a vraiment les dossiers, mais ça, je les rajouterai dans le PowerPoint pour ne pas devoir chercher maintenant. Mais il y a les dossiers plus conséquents, dès que si vous l'avez adapté à votre club house, par exemple, il y a une partie qui est payée par Infrasport, la différence. Vous pouvez demander peut-être la différence par rapport à 448 aussi, qui peuvent intervenir à certains moments, si le projet est bien ficelé, bien déterminé. Mais ça, c'est des projets beaucoup plus lourds. Et là, il y en a beaucoup moins par an, évidemment, qui interviennent. Il y en a un peu plus de 100 par an, 120, je pense, par an, qui sont choisis. Donc, faut voir si vous rentrez dans cette partie-là, quoi. Donc, voilà. Mais c'est assez facile de faire des choses et les projets concrets avec une motivation, avec voilà, j'ai envie de faire, je sais pas, la traversée, je sais pas, telle mer, etc. Avec c'est possible de le faire. Le délai, je sais pas très bien si on peut rentrer toutes les années ou s'il y a un délai. Ça, il faudrait regarder. Je connais pas le règlement par cœur, mais ça peut être fait régulièrement, oui. Et alors, quelque chose qui nous a interpellé aussi, parce que vous parliez de moniteurs, etc. Donc, pour être labellisé, je suppose qu'on doit... Parce que nous, aujourd'hui, ben, on est tous des bénévoles, on n'a pas de brevet de moniteur sportif ou quoi que ce soit. On est tous de bonne volonté, avec un éducateur spécialisé, mais lui qui est professionnel. Mais donc, pour être labellisé et donc reconnu et subsidiable, il faut des moniteurs sportifs alors. Oui, mais que ça peut être des moniteurs sportifs de la fédération valide ou des moniteurs sportifs qui viennent faire la formation chez nous, qui sont des formations relativement
courte en tout cas par l'animateur. En tout cas, c'est 3 jours de formation pratique et un peu digital learning, 3 jours de formation pratique et quelques stages. Donc c'est pas très compliqué. Et on a des super lieux on a un super lieu de stage en tout cas pour lesquels ils peuvent vous accueillir en voile. Donc ça peut être vraiment super cool du coup par rapport à Qui est où? Je ne sais pas, vous êtes à B, mais c'est pas tellement loin. Hein, ça, franchement, c'est chez Didier. Bah oui, donc on est bien. Oui. Pas Didier personnellement, mais le club. Mais Donc voilà. j'en profite peut-être pour louer cette formation à pas. C'est un module qui est extrêmement pragmatique. Moi, je suis personnellement moniteur ADEPS de voile. J'ai fait cette formation en activité physique adaptée. On en a une dizaine dans le club qui l'ont faite également. C'est une formation qui est extraordinaire. Sébastien, c'est pour toi. Je trouve ça extrêmement Tu le diras à ma pragmatique. chef. Tu le diras à ma chef. Je le dirai volontiers à ta chef. Et j'en profite aussi pour dire à tous les clubs de la fédération que en collaboration avec les deux fédérations, enfin avec la Ligue et avec la fédération de voile, nous sommes tout à fait prêts à organiser peut-être une journée pour montrer ce qu'on peut faire, parce que je pense qu'on a une expérience déjà bien avérée. Et ce serait vraiment extrêmement volontiers parce que c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer en collaboration, de vous aider à monter des choses dans vos propres clubs. Merci. Et du coup, il y aura des formations complémentaires qui vont être données pour ceux qui veulent. Après, il ne faut pas forcément peut-être qu'en niveau initiateur, en voile, etc., tout le monde soit formé. Mais plus vous avez de personnes formées, forcément, plus vous montez dans les labels. Je ne sais pas quel label vous avez chez nous, Didier. Je Deux et suis deux. 2 et 2, ouais. Donc voilà, après, il y a moyen ils ont encore reformé des gens, donc ils vont encore remonter dans l'échelle. Donc il y a quand même, je pense que le niveau loisir, une étoile, 500 euros, c'est assez facilement atteignable. Les autres niveaux, forcément, il faut aller un peu plus en qualité, évidemment, par rapport à ça. Mais donc voilà. Après, ça ne couvre pas 100% de l'achat d'un bateau. Hein. Faut rester honnête par rapport à ça, mais globalement, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a aussi à un moment donné, mais c'est quand même intéressant. En tout cas, merci pour les compliments. Je prends toujours ça avec. On a fait ça évoluer avec. Tu sais que je dis toujours ce que je pense. Et dans ce cas-ci, c'est positif. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Quelle est la durée de la formation? Ah oui, pardon, j'ai pas vu. La durée de la formation, c'est une vingtaine d'heures en digital learning. Donc là, on voit un peu les différents types de pathologies, comment les prendre en charge, les aspects sécurité, etc. Le paysage en e-sport. Bon, vous avez déjà eu un tout petit aperçu, mais on va plus loin quand même par rapport à ça. Donc, qui fait quoi, etc. La prise en charge. Donc, vous reverrez la petite roue que vous avez vue, mais on y va en détail par rapport à ce qui est mis en place. Ça, c'est une vingtaine d'heures. C'est en asynchrone. C'est-à-dire que vous réalisez ça sur Moodle derrière votre ordinateur. Une activité libère l'autre. Et donc, vous le faites à votre rythme. Didier m'a dit la dernière fois qu'il avait fait ça les 3 dernières nuits avant la formation. Et d'autres font ça tout au début où ils taillent ça parce qu'il y a 2 mois pour faire la formation digitale. Donc, c'est quand même pas, voilà, c'est 20 heures à placer sur 2 mois. Ça reste quand même relativement possible. Et alors, il y a 3 journées en pratique. Une journée sur la déficience intellectuelle, une journée sur la déficience motrice et une journée sur la déficience visuelle. Et alors, il y a deux journées de stage à réaliser derrière. Et là, on est assez souple sur des activités. Moi, je vous conseille, comme c'est un animateur, ça peut être intéressant de faire une activité spécifique avec dans votre sport peut-être, et puis découvrir un autre sport. Pas pour en devenir des pros, mais juste pour voir un peu comment ça se passe. Et ça peut être super intéressant d'avoir des idées par rapport à ça. On n'est pas fermé non plus à des stages. Je sais il y a une dame qui fait la formation en aviron pour l'instant, qui va aller faire son stage en France parce qu'elle connaît bien un entraîneur en e-sport en aviron, et bien sûr et avec plaisir, elle peut y aller. Donc voilà, là on est assez souple au niveau des stages par rapport à ce qui est mis en place. Donc, Et je confirme l'avis de Didier, la formation, c'est exceptionnel. merci. Et c'est ouvert. Voilà, on a des personnes, si vous avez des personnes en situation de handicap, ou voilà, ça peut être, on adapte aussi. Cette fois-ci, il n'y en a pas, je pense, Joël, mais les autres fois, on a toujours soit une personne déficiente intellectuelle légère, forcément, puisqu'elle doit quand même pouvoir On faire est les fortement cours. handicapé, donc ça va. Ou des-
Je n'ai rien dit. Mais donc voilà, oui, oui, et déficience visuelle, on en a régulièrement et des personnes en chaise également. Donc voilà, c'est vraiment adaptable pour tout. Le but, c'est pas de performer, c'est de vraiment d'utiliser certaines disciplines qui se pratiquent au niveau du handisport pour redécouvrir les difficultés des gens et pouvoir se mettre à leur place et pouvoir le transférer dans son sport par la suite. Et chose intéressante, comme c'est une formation avec plein de gens, de plein d'endroits, il y a des éducateurs, il y a des gens de sport spécifiques. Il y a beaucoup d'athlétisme de voile cette fois-ci, mais globalement, c'est aussi d'échanger, de faire un peu de réseau par rapport à ce qui est fait. Et donc, comme ça, c'est assez sympa comme formation. En tout cas, le ressenti. Je ne sais pas s'il est qualitatif, mais en tout cas, il y a une bonne ambiance et ça se passe relativement bien et on découvre les autres. Et cette formation se suit obligatoirement après la formation de moniteur voile. Non. Non, pas forcément. Et elle se Non. suffit à elle-même. On peut suivre, parce que la personne qui s'occupe, par exemple, des personnes avec un handicap psychotique, elle n'est pas moniteur, mais elle pourrait suivre votre formation. Oui, tout à fait. OK. Oui, tout à fait. Après, c'est pas une formation technique de voile. Donc, globalement, je pense que les deux sont intéressantes parce que du coup, voilà. Je pense que ça peut être important de faire les deux. Mais après, c'est une formation qui suffit elle-même pour encadrer de manière un public, d'avoir découvert le public avec ses spécificités, etc., et de pouvoir le prendre en charge. Après, elle ne suffit clairement pas enfin, dans les sports très techniques comme le vôtre, comme d'autres sports qui existent, comme le tennis ou le golf, par exemple, ça ne se suffit pas à elle-même, évidemment, par rapport à l'apprentissage technique de je sais pas, comment diriger un bateau ou d'autres choses. Ça, non. Par contre, on est vraiment centré sur le public. C'est-à-dire qu'en fait, c'est appréhender, c'est démystifier, sensibiliser, faire découvrir le public aux personnes, voir un peu ce qu'ils ressentent pour pouvoir, du coup, essayer de l'adapter quand on est déjà moniteur sportif initiateur en voile ou en tennis. Vous venez de dire quand on est déjà moniteur initiateur. On n'est pas obligé de l'être, mais certains le sont OK. et complètent leur formation et ne font que ça. J'en ai en tir à l'arc, par exemple, plein qui étaient initiateurs tir à l'arc et qui sont venus faire la formation animateur. Et ça leur suffit pour transférer avec les connaissances qu'ils ont de l'initiateur et les connaissances qu'ils ont d'animateur. Ça leur suffit, mais il y en a d'autres qui ne le font pas, qui ne sont pas du tout animateurs, du coup. Joël, je pense qu'elle n'est pas initiateur, si. Non, on est Non, aucun des deux Joël est, initiateur Non, de aucun voile. des deux. Ok, il y a Aucun des des deux, deux. donc ça peut suffire pour l'encadrement et voilà. Après, peut-être que pour une pratique compétitive, c'est pas suffisant, il faudra aller plus Oui, loin, mais, non. mais ça peut être intéressant pour découvrir, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Et il y a zéro prérequis. Il y a zéro prérequis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours généraux ADEPS. Donc voilà. C'est la formation vraiment moi je dis de base et généraliste qu'on propose, qui permet justement d'ouvrir au handicap et du coup d'avoir des missions, comme je le disais, de sensibilisation de la société aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent le faire juste parce qu'ils ont envie de découvrir le handicap et ça peut être super riche aussi. Merci beaucoup. Merci. Encore des questions. Alors, Isa parlait du prix. Alors le prix, si vous êtes un club affilié à la LHF, c'est 165 euros. Et si vous n'êtes pas affilié à la LHF, c'est 195. En fait, on fait 55 euros par jour et on rajoute l'affiliation et la chef, l'assurance et la chef parce qu'on doit vous assurer quand vous venez dans nos formations et la diplomation. Donc en fait, les clubs voilà, ont 30 euros de bonus puisqu'ils sont déjà en partie assurés chez nous et enfin ils sont assurés chez nous, pardon. Et la diplomation, on leur offre. Donc voilà. Et on fait plus ou moins 3 ou 4 formations par an avec une vingtaine de personnes. Ça se passe toujours à Louvain-la-Neuve. Qu'est-ce que je peux encore donner comme info? Et puis il faut il y a un formulaire en ligne sur notre site que vous pouvez compléter pour recevoir de l'info dès que les formations sortent. Là, il y en a une qui est prévue dont les inscriptions sont ouvertes pour 2026, qui aura lieu en mars, de mémoire, 14, 21, 28 mars, je pense, 2026. Et quand il y en a une qui est complète, on essaie d'en organiser une rapidement en fonction de la demande surtout. Mais donc, voilà. Mais les éducateurs, par exemple, si vous êtes éducateur, des personnes qui connaissent que vous voulez bien, qui vous voulez qui encadrent, ça peut être ça peut être intéressant. Et une fois que vous avez fini la partie théorique et pratique, vous avez 1 an pour faire les stages. On vous conseille de les faire plus rapidement, pour ne pas perdre le fil et ne pas oublier. Et vous recevez une petite carte moniteur sportif, animateur APA, donc activité physique adaptée, de l'ADEPS. Après, enfin, quand vous avez terminé tout.
y a d'autres questions? Bastien, c'était donc clair, précis. C'était clair, J'ai entendu. c'était clair, précis. Merci beaucoup. Merci. S'il y a des Merci questions, beaucoup. généralement, c'est que vous avez écouté, que vous avez un peu compris. Donc, je suis plutôt content plutôt de ne pas avoir de questions du tout. Donc, voilà. On a vos coordonnées. On Je vous vais vous remercie donner. beaucoup et on vous souhaite Je, une bonne fin de soirée à tous. ouais, je vais donner mon Au revoir, adresse Lisa. mail. Sébastien, je voudrais te remercier. C'était vraiment clair, net et précis. Et voilà. J'ai mis Je mon fais adresse partie directe du- si vous voulez dans le chat pour ceux qui veulent. Merci à tous en tout cas. Eh bien, un tout grand merci à toi, Sébastien, pour la présentation. Merci à vous pour votre présence ce soir. Et ben, n'hésitez pas, donc il y aura le webinaire complet qui sera mis en ligne et la présentation que Sébastien a faite qui sera envoyée directement par mail à tout le monde. N'hésitez pas donc à contacter Sébastien si jamais vous avez des questions ou bien revenir vers nous et alors on fera le lien directement avec la Ligue. Merci en tout cas pour l'invitation et merci de votre participation. Belle soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.